Salut Lirza. Salut Elio. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, j'ai reçu mon matériel de vote pour voter en Albanie et je suis excitée. Ouais, je comprends tout à fait. Je vote à distance pour la Belgique aussi. Je trouve que ça fait toujours quelque chose encore plus en tant que personne de l'étranger. Tu te sens appartenir tout d'un coup. Ouais, c'est ça, ouais. Merci pour ta compréhension. Bienvenue chez les poissons sans bicyclette. J'aurais pas dit mieux. Yes. Super. Aujourd'hui, on se voit pour parler d'un thème que j'ai amené. En fait, on s'est retrouvés un peu les deux en même temps à se dire « Ah, on referait bien un épisode ensemble ». Je sais même plus qui a proposé à qui, tellement on a débarqué les deux en même temps avec la même idée. Moi, j'ai proposé. J'y pensais aussi, sache-le. Et puis, tout de suite, le gros sujet qui m'est venu à l'esprit, même si j'en ai proposé plusieurs autres, c'était de parler des spiritualités, principalement parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je vais en reparler encore un peu de mon implication, et j'aimerais faire du contenu là-dessus, mais je me suis très vite rendu compte que j'allais pas pouvoir faire ça en quelques trucs Instagram que j'avais envie d'approfondir. Et puis, on en a parlé ensemble, et on s'est très vite dit que ce serait bien d'avoir une personne plus experte, parce que moi, je consomme beaucoup de contenu, donc ça me fait une forme d'expertise, mais disons que j'ai pas du tout d'expertise reconnue, et puis toi non plus. Et c'est pour ça qu'on a invité Manélie. Salut Manélie. Salut Elio, salut Lirza. Salut Manélie. C'est super chouette de t'avoir ici. Du coup, Manélie, je t'ai contactée grâce au CIC, qui est le Centre intercantonal d'information sur les croyances, c'est juste? Oui, c'est ça. J'ai découvert le CIC, qui a l'air de faire du travail hyper intéressant, dont tu pourras aussi nous parler un petit peu. En fait, j'ai contacté le CIC, et c'est toi qui as répondu en tant que directrice. Ouh. Et aussi en tant qu'experte sur ce qui nous intéressait en particulier, qui sont les spiritualités féminines et féministes. Donc toi, tu es anthropologue, socio-anthropologue, attention, des religions. Tes recherches qui n'étaient pas forcément centrées d'abord sur la question des spiritualités féminines, qui ont amené comme ça les unes les autres, et d'ailleurs on pourra aussi en parler du fait qu'elles sont un peu partout, ces touches spécialement féminines. Bienvenue chez les poissons. Merci pour l'invitation. Ouais, merci d'être venu, merci de l'avoir accepté. Ça m'a vraiment fait hyper plaisir d'avoir une réponse si vite, et puis que le courant passe bien entre nous aussi. Elio, moi je voulais aussi dire que j'ai adoré le sujet parce qu'on a plein de thèmes qui traînent dans des listes d'attente pour le podcast depuis le début, mais ça c'était un sujet qui en faisait pas du tout partie. Donc quand tu l'as dit, j'ai tout de suite fait « Ah ouais !» Et vraiment, ouais, excellente idée en fait. Et c'était très en haut de la liste pour moi des thèmes que tu as proposés. Mais est-ce que tu peux nous faire un petit historique personnel, pourquoi tu es intéressée par le sujet? Alors, déjà, j'ai grandi, mais en fait comme quasiment tout le monde, parce que dès qu'on parle un petit peu avec les gens, on se rend compte que tous ces aspects spirituels, ils sont hyper présents. Et donc là, je parle pas des religions comme on l'entend, le christianisme, l'islam, ces religions instituées, mais vraiment de toutes ces petites dimensions spirituelles qui se trouvent un peu partout. Moi, par exemple, c'était l'homéopathie. Alors, j'ai grandi avec une médecine de famille qui était homéopathe. J'ai mangé des granules de sucre toute mon enfance. Ça, c'était hyper présent chez moi. Puis après, ado, j'ai été voir des kinésiologues. Et en fait, j'ai eu plein de petites touches comme ça, de trucs qui sont en fait complètement fondés sur des croyances et pas sur des sciences, si on fait la distinction. On verra aussi que cette distinction, elle n'est pas toujours exactement valable, mais voilà. Arrivée à l'âge adulte, je me suis rapprochée de personnes qui étaient vraiment plus alors dans ce qu'on appelle le New Age, dans des croyances de type il y a des énergies partout, et puis avec le pendule, on peut sentir les énergies, on peut répondre à des questions, etc. Puis il y avait les soins énergétiques, les fleurs de Bach, une constellation de petites croyances, et puis j'ai commencé à côtoyer ces personnes, à rencontrer leur cercle, et à être de plus en plus dans ce genre de croyances spirituelles. J'ai toujours gardé autour de moi des personnes qui n'étaient pas du tout là-dedans, comme si je voulais pas totalement perdre mon côté terre-à-terre. Et puis finalement, c'est certaines de ces personnes qui m'ont aidé à un moment à me dire en fait c'est en train de partir trop loin. J'avais vraiment une des personnes dont j'étais le plus proche qui partait dans des trucs de téléportation, de si on encode ta date de naissance dans cette machine faite par tel gourou, après il y a des pierres qui vont se charger de la bonne façon, qui vont t'envoyer des trucs, on peut mettre des numéros pour se guérir de nos... Okay. Enfin, elle m'avait fait mettre un papier avec un chiffre dans ma chaussure pour me guérir d'une verrue. Enfin, elle était partie dans des trucs un peu plus difficiles à accepter quand on n'est pas trop là-dedans. Et moi, là, ça a fait genre, si elle part dans des trucs aussi loin, est-ce que les trucs d'avant, est-ce que les chakras, est-ce que l'énergie, le pendule, est-ce que c'était déjà trop loin? Et puis, je suis un peu revenue comme ça en arrière, et actuellement, je suis plutôt... j'aime pas du tout. Ouais. J'ai vraiment un peu du mal, en fait, avec
avec tous ces trucs spirituels, et on en parlera, qui sont de plein de façons différentes, présentes un peu partout autour de nous. Et j'ai envie d'en parler parce que je pense que c'est un thème en fait. C'est quelque chose qui est présent, quelque chose qui impacte notre vie, en bien et en mal, mais c'est vraiment un thème, et notamment un thème féministe. Ça, on reviendra dans la deuxième partie. Ouais, c'est pour ça qu'on le fait aussi dans ce podcast, parce que c'est un thème clairement féministe. Ok. Et toi, Lirza, est-ce que tu veux nous raconter Oui, moi j'ai un petit peu le parcours inverse que toi, c'est-à-dire j'ai grandi dans une famille qui valorise le rationnel, qui est que dans la médecine occidentale, même si j'ai grandi en Albanie, où il y a beaucoup de restes de superstitions, de croyances. Enfin, j'avais des gens dans mon entourage qui lisaient par exemple dans la tasse de café, dans la tasse de thé, ce genre de choses, mais toujours est-il que quand il s'agissait des soins, c'était très médecine occidentale, très merci l'antibiotique qui existe, enfin c'est un autre historique, mais toujours est-il que j'étais pas du tout dans ces eaux-là, jusqu'à il y a 3 ans environ, où je me suis un petit peu rebellée contre le système médical établi, dit occidental, où je sentais vraiment que t'as souvent des hommes âgés en face de toi qui te prennent pas très au sérieux en tant que femme, et aussi cette idée que la science n'est pas objective, elle est très masculine, et le masculin n'est pas neutre, n'est pas objectif. Je résume très rapidement. Tout d'un coup, j'ai senti que j'avais des choses que j'arrivais pas à soigner à travers ces méthodes conventionnelles. Donc j'ai été voir une acupunctrice, et j'ai eu une superbe expérience avec mon acupunctrice, et j'ai été voir aussi récemment une soignante énergétique. Moi je l'appelle ma sorcière, et puis elle dit ça me va très bien, appelle-moi ta sorcière. Mais du coup en ce moment, plus différemment de toi, j'ai un peu ouvert la porte à des soins qui sont basés sur des croyances. En effet, l'acupuncture, à la limite, il commence à y avoir un peu des études qui expliquent certains trucs. Et lui on dit non. Attention. Ok. Ouais. Et ça me fait du bien. Donc j'ai ouvert un petit peu la porte, mais je lui donne une place dans ma vie. Mais on va aussi parler plus tard de la place qu'on donne à notre vie à ce genre de soins. Voilà. Et toi, Valérie, est-ce que tu as un vécu personnel en dehors de ton expertise, en fait? Alors, non, pas spécifiquement, mais par rapport à mon expertise, je pense que ça rejoint un petit peu ta trajectoire, Lirza, dans le sens où moi, j'ai plutôt travaillé sur les traditions, je dirais, religieuses classiques, les monothéismes, les traditions religieuses historiques bien instituées. J'ai fait un bachelor en histoire et sciences des religions sur le christianisme, l'islam. Et c'est plus tard, en fait, que j'ai intégré, au fait, dans mon champ d'expertise, tout ce champ d'études des traditions minoritaires, marginalisées, des nouvelles spiritualités, des traditions d'inspiration New Age, du monde de la santé holistique, du néo-chamanisme, etc. Donc j'ai un parcours un peu plus classique, entre guillemets, où c'est plus tardivement aussi avec les voyages au Mexique, au Guatemala, que j'ai été en contact avec une sous-culture, où je dirais des traditions qui sont pas du tout dominantes ou hégémoniques, en fait. Ouais. Et qui sont parfois aussi diabolisées, ou qui suscitent une certaine hostilité ou des interrogations. Et c'est ce que je retrouve aussi parfois au CIC. C'est vrai qu'on se rend compte que dans les perceptions sociales autour de tout ce champ un peu nébuleux, entre guillemets, qui est désigné de traditions un peu mystico-ésotériques, c'est vrai qu'il y a parfois des perceptions un peu négatives aussi. Ok, mystico-ésotérique, c'est pas mal parce qu'on cherchait des mots l'autre jour. On était là spirituel, mystico-ésotérique. Après, peut-être par rapport à l'expérience personnelle, c'est vrai qu'en tant qu'anthropologue, un des outils de recherche qu'on a, c'est l'observation participante. Donc on est de fait amené soi-même à corporellement, parfois émotionnellement, cognitivement un peu explorer, ressentir un peu ce qui se passe aussi sur le terrain. Donc on fait souvent exactement ce que les personnes font en fait dans les rituels, souvent parce que c'est aussi un petit peu la condition de notre présence, quoi. En fait, c'est vrai que c'est difficile de s'asseoir dans un coin d'une pièce et puis prendre des notes. Et d'observer des gens dans des processus comme ça intimes. Ah waouh. Écoute, nous on a regardé un peu le CIC, ce qu'il fait, mais en fait nous on voulait expliquer de quoi on va parler, et dans le site du CIC il y a un peu des catégories de sujets que vous traitez ou que vous vous dites expert ou connaisseur dedans. Et si on prend les catégories du CIC, nous on s'est dit qu'aujourd'hui, pour expliquer qu'on va pas parler de religion dans le sens courant du terme, mais selon le CIC, on va parler des nouvelles spiritualités comme le New Age, des thérapies non conventionnelles et spirituelles comme les guérisseurs, les médiums, les chamans, les arts énergétiques et les techniques thérapeutiques alternatives. Et on va parler également des dérives et dysfonctionnements comme les abus sexuels, la maltraitance, la valorisation du statut du martyr, l'homophobie, le rejet de la diversité culturelle, l'exercice illégal de la médecine, l'escroquerie, l'emprise. Donc ça, c'est pour prendre les mots du CIC. Est-ce que ça te semble que ça englobe pas mal C'est assez juste. Pour vous dire, dans les stats des demandes qu'on reçoit
reçoit annuellement, c'est vrai qu'on a 2 catégories qui reviennent de manière un peu dominante. C'est le christianisme, ils ont les nouvelles églises évangéliques, les églises charismatiques, pentecôtistes, ou alors certaines traditions parachrétiennes, comme les témoins de Jéhovah par exemple. On a des questions qui sont adressées sur ces thèmes, et l'autre catégorie, c'est cette catégorie très large des nouvelles religiosités ou spiritualités dans lesquelles on intègre les conspiritualités, un peu cette fusion entre des théories conspirationnistes et un référentiel un peu New Age et de nouvelles spiritualités, mais aussi toutes les pratiques de soins dites non conventionnelles qui intègrent le champ de la santé holistique, tout ce qui concerne les traditions néo-païennes, néo-chamaniques. Donc c'est un peu ces 2 catégories sur lesquelles on est pas mal questionné. Alors après, ça veut pas dire qu'on est beaucoup questionné, qu'il y a nécessairement des dérives. En tout cas, c'est des catégories qui questionnent ou qui interrogent la population suisse. En soi, le but, je fais une petite parenthèse, mais le but du CIC, c'est vraiment pour mettre à disposition de l'information auprès de la population. Absolument. En fait, c'est un centre de prévention, d'information spécialisée, de recherche appliquée et de formation sur les questions religieuses et spirituelles en Suisse. Mais à la base, le CIC est né après le drame de l'OTS, dans l'ordre du Temple solaire. C'est ce courant, avec aussi un référentiel un peu néo-ésotérique et New Age, proche d'un registre un peu de Templiers, où il y a eu un massacre, suicide collectif en Suisse, en France, au Canada. C'était dans les années entre 94 et 96. Il y a eu différents drames à différents endroits. À ce moment-là, autant à l'échelle européenne qu'à l'échelle des différentes instances gouvernementales, un peu partout, il y a eu cette volonté de réguler, de légiférer, de faire de la prévention, d'informer la population sur ce qui existe en fait, comment prévenir ces dérives. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, on a envie de faire une saison là-dessus. Elio, toi qui es venu avec cet épisode, tu parlais surtout de spiritualité New Age. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à dire, enfin est-ce qu'on arrive, pas toi, mais qu'est-ce que c'est les spiritualités New Age? Est-ce qu'il y a une définition même large? D'abord, je me suis rendu compte que ce à quoi je pensais, c'est pas du tout que du New Age. Ouais. Et ça fait partie du fait que la définition du New Age, elle est floue et elle est peu utilisée à l'intérieur des milieux qui en font partie. Donc moi, le mot New Age, en fait, j'ai commencé à l'utiliser quand j'étais en train d'en sortir. Et je me souviens que dans cette période, je parlais de spiritualité, d'ésotérisme. Les définitions ne sont pas toujours hyper claires. Alors, le New Age, quand même, on a trouvé des définitions grâce à Wikipédia qui parlent d'un courant spirituel contemporain, donc qui prend son essor durant la deuxième partie du XXe siècle, qui se caractérise par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité et de la sexualité. La notion de syncrétisme, qui est donc quand on regroupe des croyances qui existent déjà, on les met ensemble, elle est très présente dans le New Age, donc c'est des inspirations chrétiennes, il va y avoir des inspirations bouddhistes, hindouistes, voilà, de plein de religions et de croyances qui sont déjà existantes et qui floutent aussi la limite entre qu'est-ce qui est New Age et qu'est-ce qui l'est pas. Puis souvent aussi dans le New Age, il y a cette idée d'un truc ancestral, qu'on vient s'inspirer de quelque chose qui existe depuis des centaines d'années, mais en fait il est réapproprié, donc à quel moment un truc glisse dans une autre catégorie, c'est pas toujours évident à voir. Et puis c'est vraiment dit que le courant dit New Age sert de catégorie pour un ensemble hétéroclite d'auteurs indépendants et de mouvements dont la vocation commune est de transformer les individus et l'humanité par l'éveil définitif. Ça aussi, c'est pas toujours hyper clair, mais en fait, New Age, ça vient de cette idée qu'on est en train de rentrer dans un nouvel âge, que le monde change autour de nous, il y a l'ère du Verseau, il y a des trucs avec le champ magnétique terrestre. C'est un exemple typique où on parle d'un truc scientifique existant, du fait que la Terre, elle a des pôles magnétiques et qu'il se passe des trucs, c'est pas du tout mon domaine, donc voilà. Mais il y en a qui partent de ça en disant en fait les pôles vont s'inverser et donc tout va changer, ça va faire voilà, il y a cette idée d'un nouvel âge, d'un truc qui est en train d'arriver, et cette idée d'éveil collectif et personnel, donc où chaque personne peut atteindre des niveaux de spiritualité plus élevés. On parle aussi beaucoup justement de ces énergies, et souvent on dit que les personnes qui sont spirituelles, elles ont une énergie qui est plus élevée, elles vibrent à une fréquence plus élevée. Ça, c'est des notions qui sont quand même très très présentes dans ce qu'on appelle le New Age, mais après autour de ça tournent toutes sortes de choses qui soit sont arrivées avant, soit sont arrivées pendant. Par exemple la kinésiologie, j'ai vu tout à l'heure, en fait la personne qui a théorisé ça, c'était 1964, donc c'est hyper récent, et puis on est en plein dans la période du New Age, les années 60, hippie machin, mais c'est pas forcément considéré comme New Age parce qu'il n'y a pas cette idée de nouvel âge, d'éveil machin, mais en fait ça vient s'intégrer dedans, et souvent les personnes qui croient à un truc croient à un autre, et on voit pas toujours bien où se trouve la limite de ce à
quoi on est en train d'adhérer. Je trouve hyper intéressant, Elio, ce que tu disais au début, que les personnes qui fréquentent des milieux apparentés au New Age ne se disent pas nécessairement des New Agers. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate beaucoup dans la recherche, parce que c'est un terme qui est quand même assez connoté négativement aux yeux des personnes qui sont des praticiennes, des praticiens, dans le sens où ça sonne comme quelque chose de kitsch, d'inauthentique, comme quelque chose de délirant, de perché. Inauthentique, c'est pas mal juste, je trouve. Ouais, un peu cette dimension de considérer justement qu'il y a du bricolage et que du coup on recompose de façon éclectique, c'est quelque chose d'un peu à la carte et que du coup ce serait inauthentique et non légitime, etc. Donc nous, quand on l'utilise, c'est soit effectivement un peu dans un sens historique de dire ben voilà, c'est un mouvement social qui est né aux États-Unis dans les années 60-70, dans le sillage des mouvements de la contre-culture, des mouvements contestataires, c'est l'époque des mouvements féministes, des mouvements écologiques, un peu de l'essor des pratiques autour de, des pratiques d'approche psychédélique, et aussi un peu que cette dimension utopique de considérer qu'on entre dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau, etc., qui est un peu théorisée beaucoup par Marilyn Ferguson, qui a écrit ce livre qui est considéré un peu comme le manifeste du New Age. Mais maintenant, quand on utilise le terme New Age, on se réfère plus nécessairement au mouvement social, c'est plus devenu une sorte de terme un peu générique en fait, un peu une sorte de mot-code, parapluie comme ça, qui désigne un peu l'hétérogénéité des pratiques qu'on observe aujourd'hui dans le champ des nouvelles spiritualités. On parle de post-New Age dans le sens où c'est plus l'accent un peu utopique, parce qu'à l'époque c'était hyper militant en fait. C'est vraiment lié à des mouvements de gauche qui remettaient en question l'autoritarisme et tout ça, donc il y avait vraiment quelque chose qui se voulait d'être un mouvement un peu d'avant-garde et de réformer comme ça les institutions sociales, réformer le rapport au couple, le rapport aux femmes, le rapport à la nature. Et c'est vrai que maintenant, dans le post-New Age, on entend plus des pratiques où ça s'est un petit peu amoindri cette dimension utopique et on est plus vers quelque chose qui s'est un peu commercialisé, qui passe plus sur des questions de transformation individuelle que cette dimension collective en fait. Et tu disais, quand on s'est vu, j'ai trouvé ça très intéressant, on parle moins de transcendance et on est plus dans l'immanence, on est plus vraiment dans l'échelle individuelle, ou c'est peut-être trop tôt de parler de ça. Non, ça... Non, clairement, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, ça reviendra dans les spiritualités au féminin, féminisé ou féministe. Après, est-ce qu'on peut parler de spiritualité féministe ? Nous trancherons. Est-ce qu'on va trancher ? Je sais pas, moi je trancherai pas en tout cas. On va le dire, c'est une blague. Ce sera fini. À mon avis, c'est une question qu'on ne pourra pas trancher aujourd'hui, mais à voir. Mais effectivement, oui, il y a de l'immanence dans le sens où on considère qu'on peut trouver des formes de sacré ou divinité en soi. L'accent, il est mis sur le self, le soi avec un grand S. Cette idée aussi un panthéiste, comme ça, où la déesse dans la nature, la déesse, elle est incarnée dans la terre. Un peu on renverse certains codes chrétiens aussi, Dieu le Père au ciel, la déesse mère incarnée dans la nature, vivante ici-bas, etc. Donc effectivement, il y a un peu cette caractéristique-là. Franchement, il y a plein de choses qui ont l'air trop chouettes. Et je comprends tout à fait qu'on puisse aller dans ce sens, en fait, parce qu'en effet, renverser cette idée du Père au ciel, ça me va. Plutôt qu'inventer un créateur au ciel, mais dire je vais vénérer la nature parce que je lui dois beaucoup, ça me va aussi. De remettre en question l'autorité, les systèmes autoritaires. Enfin, il y a plein de choses, en fait, que je comprends tout à fait qu'on puisse se dire c'est... Et contre des fils rouges capitalistes patriarcaux, et ça va vers un sentiment de bien-être. Je comprends qu'on puisse être séduit. Oui, après, c'est toute la question de croiser, au fait, les données, les discours, en fait, des personnes. Leur représentation, leur grille de lecture du monde, et ce qu'elles font, concrètement, et de croiser ça aussi avec nos observations, qu'on n'adhère pas dans le milieu, puis qu'on est là en tant que chercheur, chercheuse. Donc, effectivement, là, on se rend compte qu'il y a des paradoxes aussi, qu'il y a des ambiguïtés, qu'il y a aussi des formes d'autorité, même si on déconstruit la notion d'autorité, qu'il y a aussi un pouvoir, parfois diffus, beaucoup plus diffus que des formes de pouvoir au sens classique du terme, et qu'il y a parfois aussi des nouvelles injonctions, etc. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, je pense qu'on va revenir là-dessus, de montrer aussi les paradoxes, les contradictions, et de pas prendre comme ça de prendre à la lettre, en fait, le discours des praticiennes, des praticiens. Pas se contenter d'écouter ce qui est prêché, entre guillemets, de se demander aussi, en fait, concrètement, comment ça se passe. Trop bien. Du coup, Elio, on s'est dit qu'on allait faire une première partie. Comment on voit en œuvre les croyances New Age. On a fait une liste de sujets, mais c'est justement pour aller dans ce sens-là. C'est ok, il y a le discours, mais comment on les voit en œuvre ? Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui va nous écouter qui aura jamais
côtoyer ça. Ouais. On va sortir du New Age tel qu'on a essayé de le définir un petit peu tout à l'heure, parce que faire une segmentation, c'est pas forcément nécessaire ni utile. Pour moi, c'est toutes ces pratiques basées uniquement sur des croyances et qui sont pas dans les grandes religions telles qu'on les aborde actuellement. Donc, pour parler de ces thématiques, je me suis dit qu'il y avait un peu 3 axes qui me venaient à l'esprit des façons dont ça peut se mettre en œuvre. Je pense qu'il y a vraiment un axe purement spirituel où c'est seulement comment toi tu penses. Ben voilà, la spiritualité, c'est quoi? C'est le rapport aux autres, le rapport à une forme de divin. Le mot qui revient beaucoup, c'est l'univers aussi. C'est l'univers qui fait les choses. Et pour moi, ça, c'est vraiment une forme de spiritualité au sens uniquement spirituel, où c'est ton rapport à qu'est-ce qui se passe autour de toi, quel sens tu mets derrière, quelles sont les grandes forces de la nature, de l'univers, voilà, qui te font agir toi et les autres. Et puis cette dimension-là, elle est un peu immatérielle, elle est très personnelle, et c'est elle qui est à la fondation de ce que moi j'ai vu comme 2 pratiques concrètes, qui sont d'une part plutôt du côté des pseudomédecines, et l'autre part plutôt du côté du développement personnel. Dans les pseudomédecines, Manélie, tout à l'heure, t'as parlé de santé holistique aussi, parce que le CIC, c'est le mot que vous utilisez pour ça. C'est toutes ces médecines alternatives. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à un peu mettre toutes les médecines alternatives dans le même panier. Les médecines alternatives, c'est donc des médecines qui sont pas prouvées par la science et qui sont basées donc sur des croyances parfois complètement délirantes. J'avais vu il y a pas si longtemps quelque chose sur l'ostéopathie. Vas-y. Où en fait... Parce que moi, j'aime bien mon ostéopathe. Mais oui. Il me fait du bien. Concrètement, une personne qui fait l'ostéopathie, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle ici physiothérapie, parce qu'on dit kinésiothérapie dans d'autres pays, notamment en France et en Belgique. Et donc, quand on dit kinésiologie, c'est différent de kinésiothérapie, où la kinésiothérapie, c'est basé sur la science, et c'est les personnes qui, quand t'as mal aux épaules, quand tu t'es cassé quelque chose, vont t'aider à te réadapter et à utiliser mieux ton corps. Mais avec la kinésiologie, ça n'a rien à voir. Je vais déjà le mettre maintenant quelque part, parce qu'on en a parlé et qu'on en reparlera. La kinésiologie, c'est donc une pseudo-médecine, pseudo-science, où on regarde les réactions de ton corps, par exemple en tapotant sur ton poignet. On suppose que ton corps réagit, et ton corps sait. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans le New Age, c'est qu'il y a un savoir supérieur et on peut avoir accès à la vérité absolue. Cette vérité, elle existe. Il y a la notion d'anal akashique, par exemple, qui est un endroit auquel on peut avoir accès en méditant dans certains courants, et où on a accès à la vérité absolue. Et donc après, il y a des personnes qui écrivent des livres en disant je me suis connectée à la vérité absolue, donc j'ai écrit ça, et... À la prophète, quoi. Voilà, mais n'importe qui peut être prophète. C'est aussi un axe super intéressant du New Age, c'est que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Je cherchais une réorientation professionnelle ces temps-ci. Ah mais moi, je suis passée par plein de moments où je me dis mais c'est ça que je vais faire. Je vais faire kinésiologie, je vais faire... Enfin bref. Ouais. Et c'est cette idée qu'on peut avoir accès à tout ça et le redonner comme ça librement. Puis l'ostéopathie est basée sur un truc comme ça? Et donc l'ostéopathie de base est basée sur... Je sais qu'il y a ces idées de canaux dans le corps qui lieraient certains organes entre eux, qui ressemblent aussi à des choses qu'on peut retrouver dans la médecine chinoise par exemple. Ouais, et là c'était vraiment une personne qui est partie avec sa théorie. Voilà, en observant le corps des gens, il s'est dit tiens, ça me donne l'impression que... Et puis du coup, c'est vraiment un type qui est parti avec sa théorie. Après voilà, moi je suis vraiment pas spécialisée là-dessus, mais je sais que de base il y a une grosse croyance derrière qui a motivé une personne à essayer quelque chose. Et puis il se trouve que l'ostéopathie, comme elle est enseignée actuellement, en fait, il y a des choses qui viennent de la médecine, il y a des choses qui viennent de la physiothérapie. C'est pas entièrement sorti du cerveau d'une personne qui s'est dit « Ah tiens, ça a l'air de marcher quand je touche là ». Mais il y a toujours ces concepts derrière. On est parti vraiment hyper précis sur un seul sujet, mais je trouve que ça exemplifie assez bien où il y a beaucoup de ces courants qui ont un pied dans la science et puis un pied dans des croyances et on sait pas forcément à quoi on a affaire. Il y a beaucoup de gens qui savent pas la différence en fait entre une ostéo et une physio et qui disent ah mais oui c'est complémentaire parce que moi quand un physio arrive pas, l'ostéo il va me faire crac crac et ça va passer. Ouais. Je trouve intéressant ce que tu dis. Si on reste uniquement dans le champ de la santé holistique sans parler de l'aspect des croyances ou des représentations purement spirituelles qui sont pas nécessairement ancrées dans une représentation du corps ou de la santé, mais il y a une pluralité d'offres thérapeutiques dites non conventionnelles et c'est un truc assez récent et les anthropologues l'ont assez bien montré que maintenant aujourd'hui avec
la globalisation, avec le fait que justement on a accès à toutes ces ressources de façon illimitée, qui s'inspirent de différentes traditions religieuses, différentes conceptions de la santé, du corps, etc., on a des parcours de soins qui sont hyper individualisés en fait, personnalisés, où on va combiner différentes approches, les confronter les unes aux autres, les comparer. On n'est plus comme ça un agent passif, dicté comme ça par les institutions médicales, mais il y a un peu cette idée de composer ces parcours de soins, de butiner en quelque sorte. C'est un terme qui revient souvent, c'est Edio Soares, c'est un anthropologue qui l'utilise. Ouais. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les récits de vie, c'est un peu un outil comme ça d'entretien qualitatif, de voir un peu c'est quoi les motivations, c'est quoi les parcours de vie. Et c'est vrai qu'on voit cette mobilité-là de butiner, d'aller s'inspirer, un jour je tire le tarot le matin au réveil parce que ça me parle, et ensuite je vais chez l'ostéo, et ensuite je vais à un cercle de femmes, et ensuite je fais un cours de yoga, etc. Et finalement le dimanche je vais quand même à la messe, ou j'en sais rien. Finalement on se rend compte que les personnes donnent une certaine cohérence en fait à cette mobilité dans leur trajectoire, et que souvent c'est lié ou c'est signifié à travers des événements spécifiques qu'on traverse dans la vie, ou par exemple des réseaux de sociabilité, un groupe d'amis en particulier qui fait le yoga, on a une tradition dans la famille qui est la réflexologue. Clairement, et on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, quand on écoute un peu les récits, on se rend compte que ces récits de mobilité, ils sont souvent signifiés par des facteurs biographiques, trajectoriels. Et c'est vrai qu'au CIC, on essaye un peu de faire un peu le tri dans ces catégories, de se dire bon, on a ce champ de la santé holistique qui est extrêmement large, on a un système un peu de classification qui permet de différencier des pratiques, ce qu'on appelle justement de la médecine traditionnelle, soit de la médecine traditionnelle chinoise, qui peut être basée sur un corpus un peu savant, ou alors tout ce qui se transmet par voie orale, la transmission orale des pratiques populaires, souvent ancrées dans des cultures locales, donc tout ce qui est rebouteux, guérisseur, charmeur de verrues, coupeur de feu par exemple, ça rentre dans notre catégorie de médecine traditionnelle. On a tout ce qui concerne les pratiques holistiques qui se disent de guérison spirituelle chrétienne, ça peut être justement tout ce qui est des processus de délivrance, de considérer qu'il y a des mauvais esprits qui viendraient amener certaines problématiques, donc on fait des guérisons, des prières chrétiennes. Et après, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, c'est de démêler les fils de ce qu'on considère entre des pratiques qui sont dans un référentiel New Age, par exemple la kinésiologie, nous on le mettrait typiquement dans le contexte du New Age, et les pratiques de soins qui sont dites non conventionnelles, qui sont pas nécessairement dans un référentiel New Age, par exemple les fleurs de Bach, on a parlé au début, là on mettrait les constellations familiales, la programmation neurolinguistique, le décodage biogénéalogique, où les personnes qui viennent les chercher sont plus à la recherche d'une analyse un peu psycho-émotionnelle que de vivre des expériences spirituelles. Dans le New Age, on mettrait toutes les pratiques qui se disent thérapeutiques ou qui se veulent de guérison néo-chamanique, néo-sorcellaire, de pratiques de bien-être, etc. Et après, on a encore cette catégorie un peu complexe qui est celle des pratiques à tendance néo-orientale. La diversité de yoga, la diversité des formes de méditation, tout ce qui est mindfulness, etc. viendrait là-dedans, mais aussi les traditions néo-bouddhistes, néo-hindouistes. Maintenant, on pose un peu comme ça, des définitions pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Et c'est vrai que c'est un champ qui est extrêmement complexe. Avant, quand tu parlais de butinage, c'est le terme, et de récit personnel, ça m'a vraiment parlé parce que jusqu'à ce que tu dises dimanche tu vas à la messe, j'avais l'impression que tu décrivais ma semaine. Non mais vraiment, et je m'y attendais pas. C'est comme tu dis, en fait, on frôle beaucoup plus que ce qu'on pense. La question c'est, que fais-tu le dimanche? Oui. Netflix. Oh, j'enregistre un podcast. Ah oui, c'est... Non, mais ce côté de narratif personnel, déjà, moi, c'est clair que j'ai ouvert la porte à des soins complémentaires à travers le féminisme, en fait. Parce que tout d'un coup, il y a une rébellion envers tout ce qui est établi, envers des domaines qui sont dominés par les hommes. Tu remarques à quel point, en tant que femme, t'es pas prise au sérieux, tes symptômes sont ignorés. On connaît, les statistiques, on connaît que les femmes ne légitimisent pas leur douleur. Enfin, il y a toute une série de sujets je vais pas faire la liste maintenant, mais que du coup, ça m'a amené, moi, à chercher d'autres ressources. Notamment, je fais toujours du yoga, je médite, j'ai un jeu de cartes de constellation familiale. Pour te dire que ça me parle beaucoup, cette histoire qu'à un moment donné, tu parles d'un narratif personnel, c'est plutôt un parcours personnel, et tu cherches du soin là où ça te fait du bien. Et aussi, le féminisme amène la glorification de la figure de la sorcière. Ça aussi, ça amène des pratiques qui sont alternatives. Tu es amené à travers ça à lui faire confiance, en fait. C'est super intéressant parce que, en tout cas, dans les entretiens que j'ai pu faire avec des femmes que j'ai rencontrées sur le terrain, il y a beaucoup cette idée que des questionnements de genre sont à la source, en fait, de leur motivation à entrer dans des cheminements spirituels alternatifs, qui incluent des pratiques de soins dits non conventionnels, mais pas que. Et clairement, il y a cette vision qui ressort assez fort d'une médecine qui est androcentrée, par les hommes et
pour les hommes qui tiendraient pas compte justement de leur vécu dans leur corps, de leurs revendications, de leur rapport à des processus physiologiques au féminin, etc. Donc il y a vraiment un peu cette idée quand même de dépatriarcaliser la médecine. Et souvent ce qui revient, c'est les problématiques gynécologiques. Je pense que la question de la frontière entre ce qu'on considère être un peu la vraie médecine ou la fausse médecine ou des pratiques qui sont scientifiquement prouvées ou pas scientifiquement prouvées, elle est beaucoup moins claire que des grandes dichotomies comme ça, avec des blocs séparés qui se côtoient jamais, qui interagissent jamais. Dans certains contextes, on aura un modèle de la médecine ou de la science qui est hégémonique, dans d'autres, ce sera d'autres modèles. Pour moi, la question, c'est comment est-ce que... de sortir un peu du point de vue un peu normatif, en fait. Enfin, la science, c'est quelque chose d'assez évolutif, c'est fondé sur un peu une dialectique, quelque chose qui est vrai aujourd'hui, ne sera pas nécessairement demain. Ouais. On réfute des théories, il y a des consensus, etc. Donc, il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de la dialectique qui fait qu'on n'est jamais dans des formes comme ça un peu figées, de vérité absolue. Enfin, ça pose un peu la question du scientisme aussi, pour moi, un peu, quand on entre un peu sur ces questions de fausse médecine, vraie médecine. Ouais. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, définir ce que ça veut dire du scientisme ? Alors moi, je dirais que c'est un peu une dérive intellectuelle, mais c'est peut-être un peu fort, en fait, mais qui considère qu'en fait, la science amène des vérités absolues qui sont jamais réfutables ou questionnables, et qui va systématiquement délégitimer toutes les autres formes de savoir qui sont basés sur des modes de production alternatifs ou qui ne sont pas forcément mesurables scientifiquement, dans le sens basé sur des dimensions physico-chimiques, mais clairement, en tout cas en anthropologie, et ça il y a beaucoup d'ethnologues qui l'ont montré, c'est qu'il y a des formes d'efficacité qui sont pas nécessairement basées sur des critères scientifiques, mais qui sont de l'ordre de l'efficacité symbolique, par exemple. Les travaux de Lévi-Strauss, qui est un grand anthropologue, qui a beaucoup montré dans des contextes chamaniques, il travaillait notamment sur le Pérou, qu'il y a certains rituels, il y a certains dispositifs, certains cadres qui peuvent amener des effets qui sont peut-être pas nécessairement les mêmes que la biomédecine, mais qui sont pas nécessairement mesurables avec les outils de la biomédecine, mais qui sont des effets qui montrent qu'il y a un certain impact sur la personne, sur sa pensée, son psyché, sur son corps, etc. Et ce qu'il appelle l'efficacité symbolique, et qui passe par le fait que le rituel amène du sens, donne une certaine structure à la souffrance, amène la pensée mythique, en fait, enfin, comment les mythes vont aussi véhiculer comme ça un certain nombre de signifiants, de symboles qui permettent en fait d'amener des formes de guérison. Donc il y a quand même toujours un peu une dimension culturelle, sociale, symbolique, qui sont pas nécessairement techniques ou mécaniques, en gros. C'est un super pont sur un truc que je voulais aborder dans cette question, l'effet placebo et l'effet contextuel. Donc l'effet placebo, c'est cet effet, l'exemple typique, quand on veut mettre sur le marché un médicament, on est censé, pour qu'il soit reconnu comme un médicament officiel, remboursé par l'assurance machin, passer par des phases où on va le faire tester à des personnes qui ont le truc à traiter, et à certaines personnes on va donner le médicament qu'on veut tester, à d'autres personnes on va donner ce qu'on appelle un placebo, qui est donc une substance inoffensive, qui n'a aucun effet mais qui a le même aspect que le vrai médicament. On va le mettre dans la même boîte, voilà. On va demander à ces deux groupes tests d'évaluer l'efficacité, et les personnes ne savent pas si elles ont reçu un placebo ou la substance active, et c'est ça qui va permettre d'estimer en fait ce médicament il fonctionne à quel point mieux que le placebo. Mais en fait, ce que toutes ces études elles montrent, c'est que le placebo, ça existe. Et il y a des trucs pour lesquels ça peut avoir des effets très forts. Par exemple, contre les migraines, il peut y avoir 60 à 70% de l'effet d'un médicament qui vient uniquement du placebo. C'est incroyable. Donc en fait, le placebo, en gros, c'est ce qui va déclencher la capacité de ton corps à te guérir toi-même. Dans toutes ces pseudo-médecines, il y a quand même un effet de ton corps, il se guérit lui-même, et on dit toujours si tu prends tel truc, ça va passer en une semaine. Moi, je me souviens, enfant, je prenais des granules homéopathiques avec du sucre et 0,001% d'extrait de plante qui a été macéré dans de l'eau, machin. N'empêche que quand j'avais un rhume, une angine ou une petite grippe, elle passait, quoi. Parce que j'avais un corps d'enfant sain, que je mangeais bien, que c'était plein d'énergie, et donc mon corps, il était capable de se défendre tout seul. Ce médicament que je prenais, en plus, c'est trop bon, c'est des granules de sucre, du coup, ça te met de bonne humeur. Il peut potentiellement avoir aussi un effet un peu booster de dire ça y est, je prends mon temps,
médicament, je me mets au lit, ça c'est l'effet contextuel, hein, c'est tout ce qui est autour de l'éventuel médicament. Il y a une personne qui m'écoute, je viens, pendant un quart d'heure, je peux parler de ce qui va pas. Déjà ça fait du bien à tout le monde. Hein. Ouais, c'est clair. Ensuite, je me mets au lit parce qu'on m'a dit c'est bien de te mettre au lit jusqu'à ce que ça passe. Ça aussi, ça envoie un signal au corps. Non seulement c'est bon parce que ton corps il a besoin de se reposer pour pouvoir se guérir, mais aussi il se passe quelque chose, et c'est aussi quelque chose physique qui existe pour de vrai. Ouais. Et ça rejoint ce que tu dis, où quand on fait un rituel ensemble, moi j'en ai vécu des rituels dans d'autres contextes qui n'ont rien à voir, mais par exemple avec les scouts, il y a plein de petits côtés rituels chez les scouts, et où tu ressens des trucs, c'est vrai, tu ressens des côtés d'appartenance, etc. Tout ça, ça a un effet. Et je pense que c'est aussi important de rappeler que, comme tu dis, il n'y a pas la vraie médecine qui marche et la fausse médecine qui marche pas, c'est un continuum, et parfois des vrais médicaments qui ont été testés, ils vont pas fonctionner, et puis ça va mieux marcher d'aller à un autre endroit. Et aussi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de ces soins vers lesquels on va aller justement quand on n'irait pas consulter un médecin, où on se dit je sais pas, je vais pas très bien, mais j'ai peut-être pas besoin quand même d'aller voir une psychologue. Par contre, peut-être mon énergétiseuse, ma kinésiologue, mon kinésiologue va pouvoir faire un petit truc, et puis ça peut réellement suffire. Mais c'est marrant, ce réflexe de se dire je vais pas bien, mais ça vaut pas un rendez-vous médecin. Ça montre à quel point on place le médecin sur une autorité. Enfin, pour nous, c'est une autorité. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une souffrance légitime pour aller le voir, pour en gros pas perdre son temps, en fait. Mais est-ce qu'un homme dirait la même chose ? Déjà, les hommes, ils vont pas chez le médecin parce qu'ils prennent pas soin d'eux. Ils se sentiraient aussi un peu légitimes à aller consulter face à des symptômes. C'est parce qu'on a tendance à banaliser, ou on a tellement banalisé ou minimisé nos douleurs ou nos symptômes. Genre, perdre le temps de mon acupunctrice, ok, mais pas de mon médecin. Ouais. Ça m'a flashé en t'écoutant, en fait, ce réflexe que j'ai aussi. Mais peut-être revenir aussi par rapport à ce que tu disais, par rapport aux formes d'efficacité. Dans certains contextes hospitaliers, notamment dans les services de soins palliatifs, c'est quelque chose qui est pas mal thématisé. C'est la relation thérapeutique aussi, qui parfois permet d'accompagner au long cours quand il y a des grandes souffrances, et puis de réduire l'anxiété ou certains stress qui peuvent être des facteurs aggravants quand c'est face à des pathologies importantes. Donc la relation thérapeutique qui est en fait assez centrale en fait dans les pratiques de soins qui sont dites non conventionnelles. Il y a une étude à l'université de Genève qualitative, qui est d'ailleurs une des seules études qualitatives qu'il existe en Suisse romande sur ce champ un peu des médecines complémentaires, qui montre très bien qu'en fait les motivations principales des personnes à aller consulter plutôt des thérapeutes non conventionnels que des médecins, c'est le fait que les personnes se sentent considérées dans leur singularité, qu'elles se sentent écoutées, qu'il y a un peu une dimension aussi un peu de prendre en compte la dimension psychosociale, etc. Donc voilà, je pense que la relation thérapeutique, c'est important de mentionner. Moi, la question que je me pose toujours, et c'est quelque chose qui revient dans les travaux d'un collègue à moi qui s'appelle Fabrice Bernat, qui travaille c'est le collège universitaire de la médecine intégrative et complémentaire en France, qui dit, mais en fait, de questionner quand on dit une vraie médecine versus une fausse médecine, ou une médecine conventionnelle versus une médecine non conventionnelle, mais finalement, qu'est-ce qu'on met dans la médecine conventionnelle, en fait ? Et ce qui montre, par rapport au cas de la France, moi, je trouve hyper emblématique. La définition qui prédomine en fait au ministère de la Santé, au Conseil national de l'ordre des médecins de la médecine non conventionnelle, c'est une définition par la négative, qui est que la médecine non conventionnelle, c'est tout ce qui n'est pas enseigné, pratiqué dans les universités, dans les écoles de médecine, dans les services hospitaliers, etc. Donc c'est une définition par la négative, et ça suppose qu'en fait on aurait clairement une définition de ce que c'est que la médecine conventionnelle. Et en réalité, le ministère de la Santé n'en donne pas vraiment. Du coup, ils font tout un état de la littérature en fait anglo-saxonne, et ils montrent une définition qui est finalement assez consensuelle, qui est de dire finalement la médecine conventionnelle, c'est la médecine qui est le modèle qui est politiquement dominant dans un contexte donné, à une époque donnée. Qui va être celle qui est largement enseignée, pratiquée dans les institutions, quoi. Trop intéressant. Pour finir, suite ces médecines alternatives, ce que je voulais encore mettre en évidence, c'est les risques qui sont liés à ça. Il y a des endroits où c'est ok, puis ça on aura aussi l'occasion d'en reparler en conclusion. Il n'y a pas de raison de diaboliser certaines pratiques, surtout quand elles fonctionnent, quoi. Mais par contre, les risques qu'on peut identifier, c'est d'une part les retards de prise en charge et de diagnostic. Alors moi par exemple, j'ai aussi grandi avec ce qui s'appelait la paramédecine, mais qui a plein d'autres noms. C'est le langage des mots. En gros, on va regarder ce que t'as comme souci, principalement physique, et on va chercher c'est quoi l'explication psychique. Ça vient sur le côté psychosomatique qui de nouveau existe. Il y a un rapport entre comment je me sens physiquement, comment je me sens mentalement dans un sens et dans l'autre. Mais où là, ce sera par exemple, j'ai mal à la gorge, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui me reste en travers de la gorge. Et donc du coup, tu vas réfléchir, et je me disais, en fait, pour un mal de gorge, en l'occurrence,
penses, ok, genre si c'est un petit mal de gorge, il va passer tout seul. En parallèle, tu vas te dire, ah c'est vrai que cette situation elle m'énerve un peu, je vais faire quelque chose pour qu'elle change. Donc c'est tout gagnant quoi. Ouais. Mais moi j'ai eu des trucs comme par exemple j'ai des douleurs chroniques aux épaules, ben c'était parce que je portais trop de poids sur mes épaules et j'ai passé des années à me dire qu'il fallait que j'arrive à lâcher prise. Ah, ça c'était l'explication Oui. New Age pour dire que c'est pour ça que t'as mal aux épaules, quoi. Voilà. Psychologiquement tu portes trop de choses. Oui c'est ça, et comme ça collait, bah voilà, on tombe là dans ce qu'on appelle l'effet Barnum, qui est, on va dire un truc un peu général et puis bah la plupart des gens vont se retrouver dedans parce que qui porte pas un peu trop sur ses épaules? Ouais, c'est clair. Ça collait, donc je me disais, il faut que j'apprenne à lâcher prise. Et j'ai sincèrement laissé ce problème de côté en me disant, ça va se régler. Bah en fait, c'est des douleurs chroniques qui sont installées depuis plus de 10 ans maintenant. Et je me dis que j'ai peut-être perdu quand même quelques années de physiothérapie en étant là-dedans. Mais après, c'est aussi un problème des assurances maladie en Suisse, où en fait, pendant des années, je ne consultais pas parce que je n'avais pas la thune. À la fois, parfois, ça invente des faux problèmes parce que tu vas chercher à résoudre un problème qui n'est pas forcément un vrai problème. Enfin, moi, j'ai eu, par exemple, une verrue au pied. C'est parce que j'ai un souci avec mon père ou avec les hommes. Qui n'a pas de souci avec son père et avec les hommes? En vrai, avec mon père, vraiment, pas de souci. Oui. J'aime beaucoup mes parents. Et C'est intéressant. C'est vrai que ça fait partie un peu des indicateurs, nous, qu'on a au CIC, parce qu'on travaille avec des indicateurs de dérive. Clairement, le fait, par exemple, de considérer qu'un mal ne guérit pas parce que t'as pas assez fait ton travail spirituel, Horrible. t'es pas allé chercher la cause profonde ou que t'as pas suffisamment gratté les couches, ça fait partie un peu des discours qu'on met un peu dans les points de vigilance en fait. Par exemple, quand il y a des problématiques type endométriose, de dire bah non mais en fait pas d'intervention chimique tant que t'as pas identifié les ancêtres qui dans ta famille, dans ta lignée de femmes fait que maintenant c'est ce facteur-là qui se révèle chez toi. On arrive sur les questions un peu d'interprétation abusive de certaines problématiques de sursomatisation. Donc somatisation, c'est quand quelque chose que tu vis a un impact sur ton corps et qu'on considère que ce que tu vis dans ton corps vient d'autre chose en fait. La somatisation excessive en fait, tout est traduisible en fait. C'est ça justement le concept du holistique entre guillemets, de considérer que tout est traduisible sur différents niveaux quoi. Par rapport à ce sujet qu'on avait noté, Elio, de la porosité avec les sciences, tu as déjà posé les bases du scientisme, c'est très intéressant en effet. J'ai réalisé en écoutant le podcast Méta de choc, merci Elio de l'avoir conseillé parce que c'était trop intéressant. En fait, j'ai réalisé que plusieurs sujets, on me les avait vendus comme réellement basés sur des études scientifiques assez prouvées. Et j'ai réalisé qu'en fait, pas vraiment. C'est que ça faisait partie de ces sujets où on prend une notion scientifique qui existe. Tu parlais avant du champ magnétique, mais ça peut être aussi du chaque force à son contraire. Newton, c'est quoi? C'est une force à son opposé. Du coup, on fait plein de théories sur les énergies duales qui existent dans la nature. Enfin, souvent, on va prendre une notion scientifique qui existe et on va en faire une théorie. Pareil avec le manifesting, enfin bref, j'ai pas la liste entière. Avec le quantique aussi. Avec le quantique, beaucoup. Quantique, c'est un mot qui se retrouve partout à des endroits où ça ne devrait pas se retrouver. Moi, je me suis fait avoir, je voulais juste le dire, sur l'épigénétique. Ah oui. Je croyais qu'il y avait vraiment beaucoup plus d'études qui le montraient. Et en écoutant Méta de choc, j'ai appris qu'en fait, il y a une étude et demie sur des souris qui montre quelque chose, mais qu'on peut clairement pas dire que c'est un phénomène qui existe chez les humains, rien ne le prouve. Donc l'épigénétique, c'est ce champ que les traumatismes ou les vécus de nos ancêtres s'inscriveraient dans notre ADN et du coup on porterait les souffrances des générations d'avant. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que clairement ça se transmet, mais à travers l'éducation, à travers le contexte, à travers la vie en fait que tu partages avec tes parents et qu'ils ont partagé avec leurs grands-parents. En fait, l'expérience qu'il faudrait faire pour voir vraiment si ça fonctionne, c'est un enfant dont les parents ont souffert par exemple une guerre, il est complètement détaché de ses parents, il connaît rien sur ses parents, puis on va voir dans son ADN les traces de cette guerre. Ça, c'est des expériences qui n'existent pas. Donc on peut pas aujourd'hui dire que l'épigénétique est basée sur des vraies études scientifiques, sans vouloir faire du scientisme, encore une fois, qu'il n'y a que ça qui vaut quelque chose. Mais moi, je me suis fait avoir justement parce qu'on fait du micmac de notions scientifiques et qu'on les met ensemble. Une autre notion scientifique, j'ai mentionné avant, qui me dérange beaucoup, c'est pour justifier tout discours de binarité de genre. Ouais. On va parler du fait que l'univers est constitué de forces qui sont en opposition. Et le masculin et le féminin en feraient partie. Donc déjà, moi, je crispe parce que ça, tu vois vite la porte ouverte pour faire des discours essentialistes sur des corps masculins et des corps féminins. Mais après, j'ai des gens, genre un gars que j'aime beaucoup, qui me disait « Ah non, moi, je dis pas que les personnes trans ou non-binaires peuvent pas exister, mais ils ont un mix différent des deux énergies opposées dans leur corps. Ouais. » Et t'es là, genre, d'accord. Mais on reste dans des épistémologies binaires, en fait. Oui. Pour reprendre l'expression de Paul B. Preciado. Cette épistémologie binaire, elle structure aussi des pratiques rituelles. Et donc,
c'est toute la question de la place des personnes queer ou non-binaires ou transgenres en fait dans ces pratiques-là. Mais par rapport à ce que tu disais sur l'épigénétique, sur ce que tu disais aussi Elio sur la physique quantique, ces registres scientifiques qu'on retrouve dans les nouvelles spiritualités, qui a vraiment un rapport extrêmement ambigu en fait à la science dans ces milieux-là. À la fois, on emprunte un registre scientifique pour légitimer, ça fait argument d'autorité en fait, oui, tout à fait. certains discours ou certaines expériences mystico-spirituelles. Et en même temps, on simplifie, on décontextualise en fait certaines thèses. On avait fait une expérience avec un collègue, mon collègue Micha Pirot au CIC. On avait venir un physicien pour analyser un extrait de vidéo d'un théoricien du développement personnel qui se disait aussi certifié médecin de physicien quantique. C'est de dire qu'on a eu un parcours, mais qu'on est sorti et que la science finalement est limitée pour montrer les potentialités humaines, les potentialités de l'ADN et que du coup, voilà. Intéressant. Alors, c'est toute la question en fait de comment on instrumentalise ce rapport hyper ambivalent. Et on se détache de la science, mais on l'utilise pour quand même légitimer ce qu'on dit. Voilà. Et en même temps, on s'en revendique, mais en même temps pas. Et en même temps, qu'est-ce qu'on critique ? C'est la science moderne, c'est quel modèle de science, etc. Donc ça pose beaucoup de questions. On a fait venir ce physicien quantique et il a analysé cet extrait et il disait, mais en fait... C'était hyper intéressant d'entendre parler. C'est tellement complexe en fait en réalité la physique quantique que là ce discours qu'on avait extrêmement simplifié, qui était rempli d'un narratif sur les atomes, les vibrations, les fréquences, les dimensions galactiques, l'énergie solaire, mais en fait il disait mais ok, la seule chose qu'on peut éventuellement retrouver c'est un vocabulaire et qui est replacé dans un paradigme, dans une idéologie qui appartient à la personne dans son système de développement personnel. Donc voilà, je pense que c'est une question intéressante et qui est complexe et qui montre des ambivalences. Il y a une chose en tout cas sur laquelle on met beaucoup l'accent, c'est que finalement là où il y a de la vigilance à avoir, c'est finalement quel type d'usage on en fait. Est-ce qu'on en fait un usage exclusivement alternatif ? Est-ce qu'il y a un renoncement à des soins conventionnels dans des parcours avec des pathologies lourdes ? Là on dirait là on a vraiment face à un facteur sur lequel il faut être prudent et que c'est l'usage qui va déterminer si on est dans une dangerosité au fait par rapport à ce milieu-là, enfin ce champ-là ou pas quoi. Moi par exemple, un des problèmes que j'ai par rapport à ça, c'est que je n'ai jamais pris d'antidouleur ni d'anti-inflammatoire jusqu'à ce que je sois adulte. Je n'arrivais pas à avaler un truc tout rond. Une fois j'ai eu de la fièvre, j'étais pas chez moi et on m'a fait essayer d'avaler un truc tout rond. J'avais jamais fait ça et j'ai l'air craché, j'ai fait plus jamais je prends ça et puis il a fallu au moins 2 mais probablement 5 ans pour que je réessaye quoi. Enfin je savais que ça existait mais vaguement comme un truc lointain que certaines personnes elles prennent, mais voilà. Typiquement mes douleurs chroniques, les premières années je les traitais pas du tout parce que j'étais sortie de la médecine homéopathique, j'avais plus vraiment de médecin de famille parce que j'avais pas l'argent pour aller consulter, enfin voilà, on revient sur le problème suisse, mais en parallèle j'avais pas l'éducation à la médecine dans le sens, si on m'avait dit le paracétamol ça sert dans ces cas-là, l'ibuprofène ça sert dans ces cas-là, bah j'aurais pu apprendre et j'aurais pu aller à la pharmacie et en acheter pour quand même pas grand-chose, et me dire ok bah quand j'ai vraiment mal, il m'a vraiment fallu vivre avec des gens qui m'ont dit mais tu prends pas un ibuprofène ? Je sais pas, j'ai jamais pris ça. Et j'avais passé 20 ans trop bien. Voilà, et j'avais pas eu cette éducation de quand t'as des vrais problèmes, il y a des vraies solutions. J'avais un peu passé toute mon enfance avec des petits soucis qui passaient facilement et donc j'avais pu passer entre les lignes comme ça avec mon homéopathie et grandir comme un enfant sain, et puis après je suis arrivée à l'âge adulte et j'ai commencé à avoir des vrais problèmes et j'avais aucune idée de comment les résoudre. Pour moi le danger il est là aussi un peu avant, parce que moi on m'a jamais dit ne va pas consulter, ne prends pas d'antibiotiques, parce que j'en avais pas besoin à ce moment-là, mais quand le moment est venu, ben j'avais pas le réflexe quoi. Donc on peut revenir vite fait sur le développement personnel et notamment le manifesting, ou cette idée que si tu penses très fort à quelque chose il va t'arriver, et ça se retrouve aussi beaucoup dans les trucs de développement personnel, et de nouveau c'est pas toujours vraiment présenté ni comme un truc scientifique ni comme un truc pas scientifique, ça peut être présenté comme l'un comme l'autre. J'ai entendu des trucs de conférences pour des trucs officiels, hein, des pompiers, des futurs infirmières, qui reçoivent des conférences sur des trucs comme ça où il y a une personne qui va leur dire ah mais on a fait des études, parce qu'il y a eu des études, mais elle conclut pas ça. Parfois ça va être présenté comme un truc scientifique qui dit en fait si vous pensez très fort quelque chose ça va vous arriver. Parfois ça va être mélangé avec des trucs vrais. Si tu te dis je vais passer une bonne journée aujourd'hui, il y a plus de chances que tu passes une bonne journée juste parce que les petites choses de la vie de tous les jours, bah tu vas voir un oiseau dehors et tu vas te dire ah chouette il y a un oiseau dehors, parce que tu t'es dit que t'allais passer une bonne journée, et puis si tu passais une mauvaise journée
t'allais dire oh j'aimerais tellement être cet oiseau qui s'en va au loin et qui vit sa vie libre tandis que moi je dois travailler. Tu vas passer une mauvaise journée parce que tu t'es dit que t'allais passer une mauvaise... Enfin je veux dire, il y a des événements extérieurs, mais en fait oui, la façon dont on se sent, si tu te dis ah je vais être sympa aujourd'hui et que tu souris à tout le monde, bah il y a plus de gens qui vont te sourire et qui vont te dire bonjour et tu vas te dire que tout le monde est sympa avec toi. Et si tu tires la gueule, bah Bien t'as sûr. moins de gens qui vont être sympas avec toi. Donc de nouveau il y a des trucs vrais, et puis parfois ça va un peu trop loin pour moi, du genre moi je me souviens d'une conférence où j'étais allée quand j'étais là-dedans, d'un type qui avait dit plutôt que vous dire oh j'espère que je vais pas avoir une facture dans ma boîte aux lettres, dites-vous tiens de qui est-ce que je vais recevoir un chèque aujourd'hui et on va gagner de l'argent comme ça. Oh my god, ouais. Mais en fait bah de nouveau je reviens avec d'abord on commence par des petits trucs et puis c'est facile à y croire, et puis en fait moi quand ce discours là il est arrivé je me suis dit ah bah ouais, parce que ça allait avec le reste que j'avais commencé à croire. Et Moi, je trouve encore une fois un monstre séduisant parce que ça donne une impression que tu as le contrôle en fait sur les choses, et ça c'est trop rassurant. Moi, je compatis vraiment de pouvoir te dire mais ça me tient qu'à moi pour avoir une belle vie, c'est trop séduisant en fait. C'est presque parfois un peu une norme implicite, une sorte de diktat en fait qu'on trouve beaucoup dans les nouvelles spiritualités de la positivité, et c'est presque devenu où il y a un tabou qui est celui d'exprimer des choses parfois un peu hardcore, parfois un peu dark. Alors moi je vous donne un exemple, hein. J'ai voulu tester une fois, j'étais dans un cercle lié à une danse libre en conscience qui est un peu mon sujet de postdoc en ce moment. Tout le monde partageait un peu et l'animateur dit non vraiment il faut être authentique, donc il faut être authentique, hein. Alors je me suis dit certes, alors soyons authentiques. Tout le monde a partagé quelque chose, une quête. Alors souvent c'est centré souvent sur des problématiques individuelles, et moi je me suis dit bon moi ce qui me touche en ce moment c'est le conflit israélo-palestinien en fait. Voilà, pardon, t'es allé deep. Désolée, T'as pas pris j'arrive ton sur un set, hein. thème. Boum. Non, mais ça me vraiment en même temps Bah oui. c'est ce qui vivait en moi à ce moment-là, et voilà, je me pose beaucoup de questions, et, je lis beaucoup d'analyses, d'articles, etc. Et voilà, donc c'était ça. Je suis venue avec cette thématique-là et j'ai senti un silence comme ça, une lourdeur, et je me suis dit ok, j'ai posé les pieds là où il fallait pas. Donc là, j'ai senti un malaise, un trouble. Et je me suis dit, ok, ça permet de garder une cohésion dans le groupe. Et tout à coup, il y a un mimétisme qui se met en place. Clairement, si on vient avec un thème transgressif, on raisonne plus avec... Et du coup, ça renvoie à autre chose, et du coup, ça pose des questions. J'ai participé à un rituel qui a duré 5 heures au Mexique, où c'était une sorte de rituel où il fallait visualiser des choses lumineuses, etc. Et à un moment donné, il y avait des choses, moi j'ai senti que mon corps était éprouvé, dans le sens où je pouvais plus être dans un simple mimétisme parce que j'étais pas bien, pas confortable, parce qu'il y a des gens qui pleuraient, etc. Et je suis sortie de la salle et j'ai senti que ça avait troublé des personnes aussi, et qui du coup en fait le lendemain sont venus vers moi puis on dit ah mais t'as ressenti quoi. Donc il y a un truc de mimétisme qui est très fort, et si on casse le mimétisme, tout à coup ça questionne en fait, ça renvoie à quelque chose. Donc c'est simplement pour dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de normes dans ces milieux qui tiennent la cohésion, qui maintiennent comme ça la cohésion du groupe, et que c'est intéressant de pouvoir observer ça un petit peu avec distance, quoi. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, même si jamais fait le tour. On a bien abordé comment ça se pratique, et puis bien sûr, comme on est un podcast féministe, on attend le moment où on dit et les femmes dans tout ça, et le féminisme dans tout ça, et c'est toi Lirza qui va nous guider sur cette partie. Oh, wow. C'est un privilège, merci Elio. Je voulais commencer par quelque chose que j'ai déjà évoqué au début, c'est le désenchantement avec la médecine occidentale ou classique conventionnelle, dû à son mauvais traitement avéré des femmes et des minorités de genre. Il y a des statistiques là-dessus, c'est pas juste un ressenti anecdotique personnel. Il y a des statistiques affreuses, on les a déjà mentionnées au podcast, mais je les passe rapidement au Canada, qui montrent qu'une femme avec un problème cardiaque a plus de chances de mourir dans le bloc opératoire si elle est opérée par un homme que par une femme. Et les statistiques sont que binaires, ils ne prennent pas compte des autres minorités de genre. Peu importe si t'es un homme ou une femme, t'auras la même chance de t'en sortir si la chirurgienne est une femme, mais si c'est un homme et t'es une femme au bloc opératoire, t'as plus de chances de mourir ou de développer des complications. Horrible comme statistique, vraiment. Donc il y a un désenchantement qui se comprend parfaitement, parce qu'on voit la différence de traitement, et aussi il y a le sujet du fait que le corps des femmes et des minorités de genre est moins étudié et moins bien connu. On l'a vu, le sujet le plus récent, c'est le vaccin contre le Covid. On a vu qu'ils n'avaient pas du tout étudié les effets que ça avait sur les règles, en fait. Et puis il y a des femmes qui tout d'un coup ont dit « Ah, ça fait ça sur mes règles !» Et puis ils ont dit « Ah, oups !» C'est quand même énorme, c'est plus que 50% de la population. Et puis on connaît aussi que, à cause de la fluctuation
question des règles et des cycles menstruels, beaucoup de médicaments sont que testés sur les hommes, et finalement on part du principe que le corps des femmes est à peu près pareil, puis ça marche un peu, mais ça marche pas toujours. À part le vécu subjectif qu'on a chez le médecin de se sentir pas très écouté, et de toute façon on a été éduqués toute notre vie que notre vécu n'est pas très légitime, il y a des problèmes avérés. Et tout ça, ça fait que c'est la suite logique pour moi que ce soit plutôt les femmes et les minorités de genre qui aillent vers des médecines dites alternatives, parce qu'elles se disent, en fait, je vais être plus écoutée chez mon acupunctrice, chez mon makiné, qu'ailleurs, en fait. Il y a un désenchantement que je comprends. C'est en ça aussi que c'est un sujet, en fait, féministe, parce qu'on voit que dans le cas de dérive dont t'as déjà mentionné quelques-uns, Elio, les femmes vont être plus à risque d'être victimes. Qu'est-ce que t'en penses, Manélie Mais je pense que c'est ce qu'on disait avant par rapport à l'androcentrisme de la médecine. Ouais. Alors clairement, je pense qu'il y a des biais dans le domaine de la santé où le corps masculin a été longtemps pris comme référence un peu par défaut, de médecine pensée par les hommes et pour les hommes. Et je pense que l'endroit qui est le plus criant, c'est le domaine de la gynécologie, avec la question des douleurs banalisées, autour de l'endométriose, le syndrome prémenstruel, autour des ovaires polykystiques, par exemple. Donc tout ça, c'est des sujets du coup qui sont mal connus ou qui sont pas assez traités. Les symptômes, en fait, ils sont minimisés. Souvent, ils sont aussi un peu psychiatrisés ou psychologisés. T'es hystérique, quoi. Voilà, faut dire que dans l'histoire de la médecine, l'utérus a longtemps été le siège de la folie et du Exactement. Donc, je crois que même je lisais encore par rapport au corpus hippocratique dans l'Antiquité, qui a donné le là, en fait, à l'approche de la médecine du corps féminin. Mais effectivement, donc la question de la banalisation, de la minimisation, en fait, des symptômes ou des douleurs qui sont en lien avec certains processus physiologiques au féminin, la question de la contraception aussi, finalement, c'est très limité, les recherches médicales qui concernent la contraception masculine. Dès qu'il y a des effets secondaires, on arrête les tests, des effets secondaires qui sont depuis très longtemps subis par les femmes. Il y a du retard dans la recherche médicale. L'endométriose, honnêtement, c'est quand même une des problématiques. Une femme sur 10 qui est concernée en Suisse. On met 7 ans à 10 ans à diagnostiquer l'endométriose. Il y a énormément d'errance médicale, un manque de données, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on a mis longtemps à se pencher sur ces questions-là ? Parce que longtemps, on n'a pas donné du crédit, en fait. On n'a pas considéré comme étant significatif, peut-être, d'initier, de mettre de l'argent, de produire des données, de produire de la recherche sur ces questions-là, parce qu'il y a des tabous historiques autour des menstruations, des tabous historiques autour des symptômes prémenstruels. Pendant longtemps, on les a psychiatrisés, alors qu'en fait, il y a aussi des conditions objectives, biologiques, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'Élise Thiebaud, c'est une journaliste, écrivaine féministe française. C'est entre des analyses sociétales et le récit personnel. Elle a écrit un livre magnifique là-dessus, c'est « Ceci est mon sang », une histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. Et je trouve ça incroyable parce qu'elle donne en fait toute l'histoire en fait des représentations misogynes du corps féminin, des tabous autour des menstruations, un peu des croyances populaires, des superstitions, du rapport aussi l'impureté rituelle que ça peut signifier dans certaines grandes traditions religieuses, etc. Et elle dit des trucs qui sont absolument délirants, comme par exemple elle donne un peu ces représentations des premiers naturalistes, Pline l'Ancien, qui disait que les femmes menstruées, quand elles entrent nues dans des champs, elles tuaient les sauterelles, les chenilles, les vers. Le pauvre mec, quoi. Elle faisait tomber les fruits des arbres, elle faisait faner les fleurs. Enfin, tout un tas de représentations, mais extrêmement. Mais c'est ce qui fait qu'on a du retard, en fait. Mais t'imagines comme il a peur des meufs, le gars. Mais t'imagines comme elles sont puissantes. Pauvre mec. C'est tous ces tabous qui font. Pourquoi est-ce que c'est les gens de la gynécologie qui est le moins investi ? C'est aussi à cause de ça, enfin, c'est à cause de ces croyances qu'on a eues pendant longtemps. Donc ça explique aussi tous ces rituels de donner, offrir son sang menstruel à la terre-mère, entre guillemets, qui va revaloriser, enfin retourner les stigmates en fait aussi. Trop intéressant. Et puis toi, Manélie, quand on préparait l'épisode, tu parlais aussi du fait qu'il y a plein de problématiques de questions de genre qui sont laissées de côté aussi par des institutions religieuses. Et que du coup, des femmes, elles se trouvent nulle part à avoir un peu de pouvoir ou un peu de reconnaissance. Du coup, se réfugient dans d'autres milieux. Est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus aussi ? Oui, alors là, c'est les thèses de ma collègue Florence Pache. Les femmes restent à l'ombre des rituels dans les religions classiques. Il y a tout un tas d'expériences de femmes qui sont ni célébrées, ni ritualisées, thématisées, ni prises en compte, en fait. On a tout un tas de discours sur le fœtus qui se positionnent, mobilisent contre l'avortement, tout un tas d'injonctions de ce qui serait d'être une bonne mère ou d'une mauvaise mère. Mais finalement, autour de la femme enceinte, autour du postpartum,
on n'a pas nécessairement des rituels institués ou d'une liturgie spécifique. On passe du mariage au baptême, qui est un peu le symbole de l'entrée de l'enfant dans la communauté chrétienne, alors que dans les nouvelles spiritualités, il y a un peu toute cette célébration du corps féminin, de sa sexualité, de ses cycles, etc. Donc elle disait, c'est un des facteurs qui peut expliquer finalement pourquoi est-ce que des femmes se tournent vers des nouvelles spiritualités. Et puis moi, j'avais aussi pensé, en préparant l'épisode avec Elio, au fait que dans la culture patriarcale, tout ce qui est rationnel est cantonné au masculin, et tout ce qui est du côté du subjectif, sentimental, émotionnel, c'est vu comme féminin. Et pour cette raison-là, du coup, je pense qu'il y a aussi un effet où on se sent moins légitime d'aller parler à un médecin rationnel, scientifique, objectif, avec des trucs mesurables, et on se sent encline plus facilement à aller voir des gens qui vont plus t'écouter dans ta subjectivité. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, tu penses ? J'ai pas vraiment de recherche comme ça en tête qui aurait montré que c'est lié à ces aspects-là. En tout cas, ce qui intéresse beaucoup les femmes dans ces milieux-là, c'est l'aspect relationnel. Mais je trouve intéressant, Alio, parce qu'au tout début, tu as donné une définition du spirituel comme le fait d'être en lien avec les autres, de se relationner. C'est considéré de cette façon-là. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal d'enquêtes qui ont montré que la plupart des gens qui sont dans les nouvelles spiritualités considèrent qu'être spirituel ou que la spiritualité, c'est aider les autres, c'est être dans le relationnel, c'est se relier, c'est à soi, plus grand que soi, aux autres. Donc cette dimension un peu relationnelle qui est très, très forte. C'est clair que les femmes qui vont dans ces milieux-là vont beaucoup être attirées par cet aspect relationnel. On a beaucoup d'enquêtes qui montrent que le champ du care, le domaine du care, c'est un monde où féminin, elles sont surreprésentées dans plein de métiers qui concernent l'assistance aux autres, que ce soit les soins infirmiers, les soins médico-sociaux, l'enseignement primaire, les RH, l'accompagnement à la naissance, c'est tous des métiers qui sont à majoritairement féminines. C'est aussi beaucoup lié à la division sexuée du travail, c'est que les femmes ont été socialisées depuis l'enfance à prendre soin des autres, à s'occuper des autres autour de soi, à incorporer ce féminin qui est dans le care, et sans forcément en avoir la reconnaissance culturelle non plus. Ouais. Mais donc cette idée en fait de se socialiser au rôle traditionnel de genre fait que les femmes sont plus prédisposées à aller dans ces milieux-là. Mais en même temps, il y a un peu cette idée un peu de dire mais finalement ça peut être aussi à quelque part un peu subversif, parce que dans ces milieux-là, les femmes apprennent à être plus dans le soin d'elles-mêmes que dans le soin des autres. D'abord, beaucoup ont senti qu'elles s'étaient sacrifiées en fait dans justement ce travail domestique, etc., dans la sphère privée, et qu'après il y a un peu cette idée de subvertir ça. C'est un segue parfait par rapport au fait, Léo, qu'on avait discuté, que le souci aussi souvent, c'est que donc c'est les femmes qui vont être particulièrement intéressées par des pratiques dites New Age aujourd'hui rapidement, mais qu'en fait souvent on voit pas les femmes au pouvoir dans ces milieux-là, mais ça reste quand même, si on caricaturise un peu, le gourou masculin en tête, avec plein de femmes qui suivent. Ouais, pas partout, mais c'est vrai que moi j'ai fait des soins énergétiques, etc. avec des femmes, mais la seule conférence que j'ai été voir où on était, je pense, 100 ou 200 personnes à venir écouter, c'était un mec. J'ai quand même l'impression que ça sort pas de nulle part. Non. Pareil, dès qu'on va chercher un peu des sectes, des endroits où ça monte vraiment en puissance, c'est quand même souvent des mecs qui vont se retrouver à avoir le plus de pouvoir au-dessus. Alors clairement, dans les nouveaux mouvements religieux, c'est le cas, en tout cas dans les mouvements bien structurés, avec des leaders charismatiques, c'est souvent des hommes, mais dans les milieux un peu plus de santé holistique, de nouvelle spiritualité, c'est comme beaucoup un leadership féminin. Ok. Mais en vrai, les théories, genre la kinésiologie, l'ostéopathie, l'anthroposophie, c'est quand même toujours des mecs qui sont arrivés à leur... Alors voilà, il y a des exceptions, hein. Enfin moi j'ai aussi des trucs à l'esprit, mais de trucs plus petits, j'ai l'impression. Moi je me souviens, j'avais fait de la communication profonde accompagnée, je ne vais pas du tout développer dessus, mais là c'était une femme qui avait théorisé ça. En fait c'est hyper peu connu par rapport à des entités comme... Et je me demande quand même s'il n'y a pas quand même toujours un truc de si c'est un mec on va un peu plus écouter, et d'ailleurs ça arrive aussi qu'il y a des trucs où on est 10 et il y a un seul mec, et du coup on va lui donner un peu plus la parole, ou on va dire ah mais toi en tant qu'homme t'en penses quoi, tu vois, et genre, c'est pas sûr qu'on ferait le contraire dans l'autre sens quoi. Mais avant tu disais des femmes et des minorités de genre. Alors en fait c'est très récent qu'on commence à voir des pratiques spirituelles, holistiques, qui sont adressées plus directement aux personnes LGBTQIA+. C'est très récent, c'est vraiment maintenant les 3e, 4e générations, où on trouve par exemple des pratiques néotantriques pour des personnes LGBTQIA+, des cercles en mixité choisie. Ça reste marginal en fait dans le champ des nouvelles spiritualités. On est quand même toujours dans des pratiques ou des contextes où les minorités de genre ont beaucoup moins
moins d'espace en fait où elles pourraient s'identifier, pleinement participer, etc. Et d'ailleurs, j'ai vu encore des pratiques aujourd'hui qui sont réservées uniquement à des personnes qui sont nées avec un utérus. La centralité de l'utérus, elle est quand même très observable dans ces milieux-là. C'est très récent qu'on observe des pratiques qui sont pour les personnes avec un utérus physique ou non. C'est le moment. Peux-tu nous faire un petit cours sur les courants spécifiques féminins qui traitent du féminin sacré, qui font des bénédictions de l'utérus et tout ça? Peux-tu nous faire un petit cours particulier là-dessus? Pas très long. Pas très long. Ok, j'ai combien de temps? 10 minutes. Quand même. Bon, on parle de spiritualité féminisée. Moi, j'aime bien dire spiritualité féminisée. Alors, il y a des anthropologues qui ont dit spiritualité féministe, mais je pense que ça pose vraiment la question de savoir ce qu'on entend par féministe. Alors, elle donne des arguments assez intéressants sur lesquels je pourrais revenir, mais c'est toutes ces pratiques, en fait, qui sont nées dans les années 60-70, dans le sillage des mouvements de la contre-culture, dans le sillage du New Age, en Amérique du Nord, et qui placent vraiment un peu la figure de la déesse au centre, ou d'autres figures mythologiques féminines. Ça peut être Shakti, Gaïa, Isis, la Pachamama, la Madre Tierra, la Vierge de Guadeloupe, j'ai vu au Mexique, Vénus parfois, mais qui représenteraient autant de visages d'un principe féminin préhistorique, primordial, etc. Et qui sont centrés autour des femmes, autour de l'amélioration de la vie des femmes. Enfin, en tout cas, c'est dans ce qui est donné dans les discours, et qui est un champ extrêmement hétérogène en fait, et qui va des rituels autour de la cyclicité du corps féminin, aux pratiques néo-sorcellaires que tu as mentionnées au début, néo-païennes, néo-chamaniques, des cercles de tambour d'inspiration celtique, druidique, amérindienne, aux cérémonies de cacao. Aujourd'hui, moi, j'ai observé aussi des womb yoga, des womb massages, donc des massages autour de l'utérus, des yogas autour de l'utérus, toute une féminisation comme ça du champ du néo-hindouisme. Il y a aussi des pratiques, comme tu disais, des bénédictions de l'utérus, autour de cette mouvance des mères de lune, de gynécologie ancestrale. On pourrait vraiment les décliner, tellement il y en a. Il y a aussi la pratique du yin yoga, qui serait différente au yang yoga, qui serait justement plus dynamique, plus de mouvement, tandis que le yin yoga serait plus passif, calme, intériorisé, donc avec un certain nombre aussi de stéréotypes de genre comme ça, qui sont un champ extrêmement hétérogène. Il n'y a pas vraiment comme ça des personnes qui se disent je suis du féminin sacré, ça n'existe pas. C'est plutôt une féminin sacré, une sorte de figure archétypale comme ça, qu'on retrouve dans certains milieux, dont certaines personnes se revendiquent, qui reste dans cette épistémologie extrêmement binaire du rapport ou des représentations de genre, qui va structurer un certain nombre de pratiques et de rituels. Waouh. Tu as pu observer des fois, tu as pu être présente des fois dans des... Alors j'ai béni mon utérus, je suis entrée... Moi aussi. Toi aussi, c'est vrai, je voyais un peu à l'époque. J'ai fait des chants de mantra avec des femmes à la pleine lune. Je suis entrée dans un temazcal, qui est une hutte de sudation d'inspiration autochtone, qui signifiait d'entrer dans l'utérus de la terre-mère. J'ai fait des pratiques de tente rouge aussi que j'ai pu observer récemment, où là aussi on considère qu'on entre dans l'utérus de la terre-mère. Oui, alors des cercles de femmes, etc. Donc c'est assez intéressant à observer, et je dirais qu'un des traits saillants, c'est de dire qu'à la fois effectivement il y a un certain nombre de stéréotypes de genre, il y a des formes d'essentialisation, il y a cette représentation très figée binaire du genre, et en même temps effectivement il y a des enquêtes qui ont montré que ça peut avoir aussi un impact sur la vie des femmes, derrière un discours comme ça de renforcement, d'empowerment. Il y a quelque chose de performatif aussi, et que certaines femmes qui ont vécu des traumatismes liés à des violences conjugales, à des violences sexuelles, trouvent là certaines ressources aussi parfois. Donc ça, c'est assez complexe encore comme question. Voilà, on est un peu toujours à mi-chemin entre est-ce que c'est une ressource, est-ce que ça renforce des normes patriarcales, des structures de pouvoir patriarcal, c'est jamais très clair en fait. Moi, si je peux juste partager un peu mon vécu là-dessus, et j'ai pensé aussi à Paul B. Preciado pendant que tu parlais. Quand je cherchais un peu des soins alternatifs, j'ai été voir une kiné, puis vraiment les 10 premières minutes, elle a parlé de mon utérus. Et ça m'a beaucoup dérangée, d'ailleurs je suis pas retournée la voir. Donc it's fine, je veux dire peut-être ça parle à beaucoup de gens, c'est ok pour moi, mais c'était trop rapide. Je suis pas contre qu'on parle de l'utérus, mais voilà. Et en fait, moi ça me dérange beaucoup. Vraiment, je trouve ça politiquement problématique de commencer de parler de essence féminine, essence masculine, parce qu'on perpétue l'idéologie ou la croyance qu'il y aurait une essence féminine et une essence masculine, alors que rien ne prouve déjà qu'elle existe, mais qu'on le prouve ou pas qu'elle existe ou pas, c'est comment elle est instrumentalisée politiquement, on l'a vu. Donc en fait, c'est pour ça que je suis très mal à l'aise avec ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment aussi après un instrument qui est utilisé pour renforcer la binarité de genre, et ça aussi on connaît comment elle est récupérée politiquement pour ensuite complètement
opprimer les personnes trans et non-binaires, mais aussi continuer à perpétuer les stéréotypes de genre. Ça me dérange beaucoup et je crispe. Par contre, je peux tout à fait comprendre la séduction, encore une fois, parce qu'il y a aussi un point de vue politique qui serait intéressant, c'est qu'à force d'être tout le temps dénigré parce que t'es une femme, et on dénigre tout le temps tout ce qui est cantonné au féminin, à un moment donné, on est là genre fuck you, je suis fière d'être une femme. Et ça, je peux très bien le comprendre, en fait. Je vais sacraliser mon corps de femme, je vais sacraliser ma féminité, et ça peut être aussi une réaction politique, et puis de résistance, en fait. Ça peut être une action résistante. Personnellement, je suis pas à l'aise du tout. Je pense qu'on peut résister différemment sans venir réessentialiser la féminité, quoi. C'est intéressant parce que Paul B. Preciado, il disait l'utérus, c'est un des endroits encore, un des lieux qui n'a pas encore été émancipé, qui reste en fait dans la reproduction de cette sorte de fiction politique autour du genre, autour de la fabrication du corps féminin. La problématique en fait avec cette concept de l'utérus ou cette sacralisation de l'utérus qui va parfois structurer en fait ces pratiques en termes de qui on exclut, de qui on inclut, cette adéquation qui est faite entre la biologie et l'identité de genre. Ouais. Moi j'ai posé la question, mais finalement c'est quoi la place des femmes trans, des personnes non binaires et queer dans ces pratiques? Il y a eu un silence bizarre de nouveau. Et parfois il y a un malaise. Et honnêtement parfois il y a un malaise. Et en fait le malaise, le discours il est le suivant, c'est que les personnes qui ont vécu une hystérectomie par exemple, elles sont autorisées à venir dans ces pratiques parce que énergétiquement, alors je mets bien des guillemets, toutes les femmes sont nées avec un utérus, c'est un peu ça l'idée, donc elles auraient la même expérience du rituel qu'une personne cisgenre, cissexuelle qui a encore son utérus, et un homme trans serait accepté parce qu'il a un utérus ou qu'il en a eu un. Mais une femme trans, elle peut venir, alors je dis pas du tout, je veux pas faire de généralité, c'est pas du tout le cas de toutes les pratiques, j'ai bu aussi beaucoup de cercles de spiritualité avec des féministes anticoloniales, antiracistes, intersectionnelles, LGBTQIA+, donc il faut vraiment faire attention à pas mettre tout dans le même panier, mais c'est que les femmes trans en fait pourraient venir pour faire le thé, le café, aider à organiser, mais pas participer au rituel. Et pourquoi ? Parce que soi-disant c'est une question d'essence et qu'elles n'auraient pas la même expérience spirituelle dans le corps, et qu'elles n'incarneraient pas leur corps de la même manière, etc. Ouais, cette question d'utérus, elle pose vraiment beaucoup de questions, je trouve. Et clairement, dans le discours des personnes qui disent non, moi ça m'émancipe, ça m'aide, etc., c'est de dire, comme tu disais avant, de revaloriser ce qui a été longtemps signifié comme étant le siège de l'hystérie, de la folie, de toutes ces choses comme ça qui ont dévalorisé beaucoup les femmes. Et aussi, ce qu'on observe, c'est une sorte de féminisme qui est différentialiste. Alors, je sais pas si ça vous dit... Qu'est-ce que c'est, le féminisme différentialiste ? C'est dans la deuxième vague du féminisme, c'est certaines tendances, certains courants qui vont... les théoriciennes, c'est Antoinette Fouque, Julia Kristeva, Lucie Irigaray, par exemple, qui vont dire, mais en fait, il existe... Les femmes et les hommes sont différents. Il y a une irréductibilité de cette différence. Et on valorise le pôle féminin. Et c'est de dire que les femmes ont une expérience spécifique qui est propre, des caractéristiques spécifiques qui est propre, qu'il faut revaloriser, et qu'on ne peut pas penser le féminisme sous un angle universaliste à travers des principes masculins, mais qu'on peut repenser le monde à travers aussi des valeurs féminines, d'empathie, de soins, etc. Et de faire de la procréation et de l'expérience de la maternité, ça touche aussi la question de l'utérus, une expérience sacrée, unique, qui fait des femmes puissantes, qui fonderait comme ça une spécificité de la féminité, en fait. Ouais. Donc c'est ça, ce féminisme un peu différentialiste, qui est très fort dans les milieux du féminin sacré, qui est une forme de féminisme un peu marginale, en fait, finalement, dans les courants féministes, très opposés au féminisme matérialiste, marxiste, etc. C'est pour dire qu'on a comme ça un peu un discours quand même qui dit, finalement, on revalorise l'utérus, on sacralise l'utérus, parce que l'utérus, c'est une zone, c'est un centre énergétique, ça c'est le discours des mères de lune, et que c'est un lieu qui a vécu des traumatismes, des maltraitances. Alors il y a parfois certaines qui ont un regard extrêmement critique sur les violences, sur la gynécologie obstétricale, par exemple. C'est aussi, il faut le voir aussi comme un peu une réponse à tous ces tabous-là. Je pense que ça pose des questions beaucoup. Je sais pas, Elio, quelle est ton expérience ? Tu disais que tu avais béni ton... Non, je suis passée par là justement parce que, en fait, je pense que c'était plus ou moins peu avant que je me pose des questions sur mon genre et que je me rends compte donc, que je suis non-binaire. Je vivais pas bien mes règles. Moi, j'ai vraiment fait partie de ces gens qui se sont dit le plus tard ce sera, le mieux ce sera, parce qu'après je vais en chier. Puis d'ailleurs, ça arrive à 14 ans, donc j'étais contente, ça arrivait tard. J'étais hyper prêt. Mais n'empêche que je l'ai hyper mal vécu. Enfin bon, voilà. J'ai eu un parcours pas toujours évident avec ça. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai réalisé mes questionnements de genre, je me suis dit, tiens, quelle place ça a eu aussi dans avoir ces règles, c'était être une femme. Et je me souviens notamment que j'aimais pas du tout ça. Quand t'es une femme maintenant. J'aimais pas du tout cette phrase. Je me dis, à quel point je me rendais déjà compte que j'étais pas vraiment une femme et que ça allait me poser souci, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je suis tombée sur ces bénédictions de l'utérus via une quelconque des personnes que je côtoyais. Et
et je me suis dit peut-être ça va m'aider à passer un moment où je me dis voilà, mon corps il est comme ça et il fait sa vie comme ça et je vais peut-être ça va m'aider à me réconcilier avec. Au final je l'ai pas fait beaucoup de fois. Moi je suivais le programme de Miranda Gray si je me souviens bien, qui fait ses bénédictions de l'utérus en ligne, donc on peut s'inscrire en ligne. Il y a plusieurs moments, on fait pas la même bénédiction en fonction du moment où on en est dans son cycle, enfin bref, tout un truc, et elle a toute une théorie sur quand t'es au début de ton cycle, tu seras plus comme ça, tu pourras pas le moment pour parler devant des gens, c'est plutôt le moment pour prendre soin de soi, tandis que en plein milieu, juste après l'ovulation, t'as un pic d'énergie. Elle est vraiment beaucoup dans toutes des théories là-dessus qui, de nouveau, sont difficiles à prouver, mais a priori correspondent à rien. Enfin, même les niveaux hormonaux, ils sont pas divisés en 4, quoi. Ouais. Bon, bref. Donc ouais, moi je suis passée par là en me disant je vais passer un moment où je pense à mon utérus et où je me dis que je suis content qu'il soit là. Et c'est vrai que ça, j'ai vraiment pas accroché du tout. Pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai testé comme ça et puis je fais ouais, en fait... Mais c'est intéressant parce que ce mouvement, en fait, des mères de lune, par rapport aux ambivalences dont on parlait avant, il y a un peu cette idée, comme tu disais, d'amener toute une théorie autour du cycle, autour des archétypes, autour du comment guider les actions, les attitudes de sa vie quotidienne en fonction d'à quel moment on est au niveau hormonal. Il y a un peu cette idée de faire justement des problématiques gynécologiques parce que c'est Womb Blessing qui sont des espèces d'immenses rituels mondiaux comme ça de bénédiction d'utérus. Il y a un peu cette idée dans le discours de Miranda Gray, qui est la fondatrice du mouvement, de dire mais en fait c'est une manière de se réconcilier avec son utérus, de mieux vivre la périménopause, l'endométriose, les syndromes prémenstruels, etc. Donc il y a un peu ce discours entre guillemets qui se veut émancipateur, de mieux vivre et en même temps d'en faire un lieu de pouvoir. Et en même temps, la grande théorie des mères de lune, c'est de dire qu'en fait, si les femmes vivent des problématiques gynécologiques, c'est parce qu'elles sont déconnectées de leur féminité authentique et essentielle, parce qu'elles sont dans une société moderne où elles doivent vivre au même rythme des hommes, travailler, etc. Alors, elles disent pas nécessairement elles font pas nécessairement une critique sociétale en disant c'est négatif de le faire, mais en même temps, elles mettent les causes de certaines pathologies gynécologiques avec le fait de vivre dans un rythme moderne, actif, etc. Et que du coup, il faudrait penser le corps féminin dans ces moments de menstruation, etc., comme des moments de retraite, de... Ouch. Qu'est-ce qu'il y a comme idéologie derrière, en fait? Est-ce que c'est pas finalement un peu antiféministe, est-ce que c'est pas rentrer chez vous, quoi? Arrêtez de bosser. J'ai rien contre d'arrêter de bosser. En Suisse, dans le canton de Fribourg, on a le congé menstruel. Ah ouais. Je trouve que c'est quand même... Moi, je aussi, je fais ça. Ouais. En même temps, pardon, mais c'est parfois tellement invalidant que le fait qu'on puisse être entendu là-dessus... Honnêtement, il y a des matins, tu peux pas te lever, tu peux pas aller bosser. Bah non, tu dois te doper pour aller bosser, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une prise en compte. Et Anna Fedele, c'est une anthropologue qui a travaillé beaucoup sur les spiritualités. Alors, elle désigne de spiritualité féministe. Elle montre qu'en Espagne, ces idées des théories de la déesse, elles se sont popularisées. C'est toutes les médecins, les personnes qui sont un peu dans les professions libérales, éducatrices comme ça, qui sont mobilisées, où ça a intégré aussi la pop culture. Et ça a finalement eu un impact sur l'agenda politique. Ouais. Et elle fait une analyse qui montre que le congé menstruel en Espagne, à une échelle nationale, tu peux le corréler au fait. Il y a un tabou qui a été en tout cas brisé sur les menstruations. Elle parle aussi des emojis qu'on a maintenant sur les téléphones portables avec les gouttes de sang, etc. Ah oui. On n'aurait jamais pu penser ça il y a quelques années, en fait. On peut pas non plus dépolitiser ces pratiques. Mais par rapport à Miranda Gray et puis au mouvement de bénédiction d'utérus, il y a clairement quelque chose dans les discours qui pose des questions. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve ce sujet on veut s'émanciper ou se détacher ou subverser certains acquis, que ce soit religieux ou scientifiques ou patriarcaux, mais finalement on finit par s'y référer quand même dans une autre porte. Parce qu'on en a parlé avant au niveau de la science, mais là, comme tu dis aussi, c'est des rituels de résistance, d'empouvoirment des femmes, mais on se retrouve à les recantonner dans des rôles qui sont finalement prêchés par le patriarcat. Et puis tu avais aussi, je crois, un discours similaire par rapport à la religion aussi. On essaye de se détacher de la chrétienté, mais après on finit par reprendre les mêmes éléments. Mais ça c'est hyper intéressant, c'est Anna Fedele de nouveau, mais moi j'adore ses travaux. Elle dit mais en fait ils sont dans une relation amour-haine avec le christianisme traditionnel, ou le christianisme historique, parce qu'à force de vouloir s'y opposer, finalement on reste dans une relation de dépendance. Donc, alors là où on parlait justement avant de renverser les codes, entre l'idée d'un Dieu, Père, Ciel, déesse, Mère, Terre, l'idée d'une séparation entre l'esprit et le corps qu'on retrouverait dans les traditions judéo-chrétiennes, et l'idée justement qu'un peu holistique
holistique, où la déesse, elle est incarnée dans le corps, où il n'y a pas de séparation, etc. Mais c'est pour dire qu'en fait, donc on reste toujours dans un référentiel chrétien. La figure de Marie-Madeleine, par exemple, qui est très forte dans les milieux du féminin sacré. Là aussi, Aurélie Netz, elle a travaillé beaucoup sur les cercles de femmes en Suisse. C'est une figure qui vient d'un référentiel catholique romain, extrêmement controversé, au fait, dans le christianisme, dont on a extrait de son contexte théologique et qu'on resémantise, qui devient en fait non pas une prostituée repentie sauvée par Jésus, mais qui est l'équivalent féminin de Jésus, qui aurait été effacé par l'Église, une sorte de prêtresse puissante, gardienne d'un culte pré-chrétien à la déesse, etc. Donc qui devient un lieu d'empowerment. Et une autre chose que Anna Fedele disait qui est extrêmement intéressant, c'est comment on reproduit, par exemple, la sexualité sacrée versus la sexualité profane, où dans ces milieux-là, on doit atteindre une sorte d'orgasme spirituel, de sexualité tantrique, etc. Mais on pourrait pas considérer juste la sexualité pour le plaisir. Mais je me souviens, moi, d'une personne qui disait, en fait, quand on fait du sexe avec une personne, on s'échange nos énergies, et puis du coup, si on fait trop de sexe avec trop de gens, bah après, on a toutes ces énergies à l'intérieur de nous qui sont mal, quoi. Moi, j'étais dans le polyamour à ce moment-là, sans sexe, mais relationnel. Enfin, elle était anti-polyamour, machin, parce qu'elle disait, mais après, tu te rends compte, ça veut dire que tu vas prendre l'énergie d'une personne et l'amener à une autre personne. Ah, waouh. On reproduit une grille de lecture à travers la pureté et l'impureté, en fait. Ouais. Et puis après, il y a d'autres concepts. Quand j'ai été enceinte, on m'a parlé d'accouchement orgasmique. Effectivement, on a tellement de récits d'horreur autour de l'accouchement. C'est important d'être à nouveau dans des récits enchanteurs, pré-enchanteurs, positifs. Mais en même temps, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, alors on parlait de la dilatation comme étant les étapes pour atteindre un orgasme cosmique, en fait. Waouh. Si on s'attend à ça, puis que finalement on finit d'urgence à l'hôpital pour une césarienne, et est-ce qu'on finit pas par reproduire de nouvelles réalités oppressives, en fait? Ouais, des nouvelles injonctions. Des nouvelles injonctions, l'allaitement, jusqu'à... Et une autre chose que je trouvais intéressante, c'est qu'en fait, dans ces milieux-là, il y a quand même beaucoup de femmes qui disent, mais en fait, nous, on ne se sent pas représentées par le féminisme militant, etc., parce que toutes ces problématiques qui ont été laissées de côté, en fait, qui ont voulu tellement débiologiser, dénaturaliser les rôles de genre, sortir la femme de la nature, du biologique, dans les théories féministes, que finalement, on a oublié de parler des menstruations, on a oublié de parler du choix par rapport à l'accouchement, de l'accouchement à domicile, holistique, etc. Donc ils ne se sentent pas forcément représentés, en fait, dans ce discours-là aussi. Ouais. Wow. Merci beaucoup pour ce cours particulier. C'était vraiment très bien. J'espère que c'était pas trop long. Non, c'était trop bien. On voulait aussi parler du fait que, généralement, des soins ou des théories qui peuvent avoir des dérives nocives, les personnes victimes, ça va être des personnes qui sont plus vulnérables pour une raison ou autre, soit parce qu'elles ont moins de moyens d'aller voir un vrai médecin, soit parce que, pour plein de raisons, en fait, elles sont plus vulnérables. Et statistiquement parlant, les personnes les plus vulnérables sont souvent quand même les femmes et les minorités de genre. Et c'est en ça aussi que c'est une problématique féministe, parce que les personnes qui vont être victimes des dérives, soit sectaires, soit n'importe quelle dérive nocive, bah ça va être les femmes et les minorités de genre. Un autre point que tu avais amené qui était très intéressant, c'est de faire attention au fait qu'il y a des personnes sceptiques par rapport à plein de pratiques mystico-ésotériques, et que souvent, ces personnes sceptiques, ça va simplement être des mecs misogynes. Oui, ça c'est génial. C'est toi qui parlais aussi, Elio, des médias, non? Bah, du coup, voilà, moi, dans mon parcours de retour en arrière face à certaines spiritualités, je consomme encore beaucoup de contenu qui remet en question les spiritualités contemporaines. Alors, Métal Choc, que je reconseille, qui là pour le coup est animé par une femme, qui fait vraiment un super travail, qui invite des gens pendant souvent plusieurs heures, où elle discute du parcours. C'est des personnes qui ont vécu dans des spiritualités la plupart du temps, donc ça donne vraiment un aspect très aussi empathique, si je puis me permettre, voilà, d'écouter et de comprendre le parcours d'une personne. C'est M-E accent aigu T-A-2 choc. En parallèle, c'est vrai que les sphères sceptiques, c'est quand même beaucoup des sphères masculines, et c'est quand même beaucoup du foutage de gueule. Ouais. Dans le sens que, moi, il y a même des gens dont j'apprécie le travail, hein, mais faut pas débarquer là si t'es en train de te poser des questions sur ce que tu vis dans ta vie. Faut débarquer là si, toi, tu trouves ça super drôle qu'il y ait des gens qui croient à des trucs, et t'as juste envie de bien rire, mais clairement, faut faire attention à pas se retrouver à juste dire ces bonnes femmes qui croient à des trucs, quoi. Ouais. Parce que ça existe, et aussi dans les gens qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, les personnes sceptiques, ça va plus facilement être des hommes, parfois qui sont quand même dedans, hein. Enfin, ça veut pas dire qu'ils ont pas au travail suivi une formation machin, mais qui vont vite tacler, et en particulier du coup ces trucs spécifiquement féminins. Alors là-dessus, moi j'ai tellement d'anecdotes à raconter, quoi. J'aime bien dire que c'est beaucoup le fait d'HSBC, homme straight
blanc, cisexuel, cisgenre, de considérer que si les femmes se retournent vers ce genre de pratique, c'est par manque d'esprit critique. Elles sont un peu niaises, Elles n'ont pas justement cette forme de rationalité scientifique. Il faut faire attention de ne pas faire le lit du masculinisme, en fait, quand on critique ces pratiques. Par rapport au CIC, c'est vrai que les demandes qu'on reçoit viennent beaucoup d'hommes qui signalent, en fait, que leurs femmes sont, depuis qu'elles font des pratiques chamaniques, dans leur sphère personnelle, qu'elles s'intéressent à plus rien d'autre, et qu'elles ont changé de comportement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas ces demandes au sérieux, ça ne veut pas dire qu'on ne les accompagne pas, qu'on ne donne pas des ressources, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des dérives, mais c'est juste pour dire qu'en tout cas il y a une dimension de genre qu'on peut analyser en termes de genre. C'est quand même beaucoup des situations conjugales, interpersonnelles, qui impliquent parfois aussi l'éducation religieuse des enfants, et qui sont que des femmes engagées dans ces milieux-là remettent en question des normes de genre, des rôles de genre traditionnels, etc. Donc il y a cette dimension-là dont on peut tenir compte maintenant aujourd'hui dans la discussion. Alors là, j'ai 2 anecdotes que j'ai trouvées tellement révélatrices. La première, c'est une émission dans Temps Présent, 2 journalistes hommes qui m'ont contacté pour faire une émission dans Temps Présent sur la néo-sorcellerie et sur les pratiques wicanes contemporaines. C'était donc une émission sur la Suisse, et ils disaient on aimerait bien conclure l'émission sur le rapport de la Miviludes, cet organisme en France qui est la mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires, qui a publié un rapport en 2022 au contexte de la pandémie, puis il disait qu'il y a une explosion de dérives sectaires, et notamment en lien avec les milieux du féminin sacré, etc. Et moi je disais, je me pose la question, mais finalement c'est quoi le lien entre un rapport français sur le contexte français, le néopaganisme et la néo-sorcellerie en Suisse? Ils m'ont dit, mais ne pas en parler, ce serait de l'obscurantisme. What? Wow. Et je me suis dit, c'est intéressant ce terme d'obscurantisme, parce que ça veut dire qu'on considère qu'il y a des pratiques spirituelles portées par des femmes qui, en fait, échapperaient à la rationalité scientifique, sous-entendu à la rationalité masculine, tu parlais avant de cette dichotomie-là, et ça veut dire qu'on peut pas envisager qu'il existe, en fait, des pratiques qui sortent du champ conventionnel, qui ont une autre forme de rationalité, d'autres logiques, etc., comme des formes d'efficacité symbolique ou autres. Et une autre demande que j'ai reçue, c'était un journaliste qui me disait mais j'aimerais filmer le site des Mères de Lune et montrer en quoi dans ce mouvement les discours sont particulièrement irrationnels. Ah waouh. Ah, le gars, il est affiché. Pourquoi est-ce qu'on considère que ce serait plus irrationnel que d'autres formes de ritualité qu'on trouverait dans des pratiques tout à fait instituées, historiques, etc. Donc clairement, il y a un peu une analyse en fait à faire en termes de genre et qui... Moi maintenant, quand des journalistes me contactent, je dis souvent mais en fait pourquoi on ferait pas sur les cercles d'hommes? Oui. Je parle pas des mouvements masculinistes type les Mankind Project ou qui ont été beaucoup médiatisés, qui sont ces pratiques où il faut aller dans la forêt retrouver sa virilité masculine perdue à travers le nouveau guerrier, etc. Où il y a eu pas mal de choses. Mais les cercles d'hommes spirituels en Suisse romande, il y en a quand même beaucoup. Et c'est très peu médiatisé finalement. Il faudrait les filmer, voir en quoi ils sont irrationnels. Mais ou qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les logiques en fait? Il y a une chercheuse canadienne qui s'appelle Martine Delvaux qui a fait un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Les Boys Club et qui montre bien qu'en fait quand des hommes se retrouvent entre eux en circuit fermé, il y a parfois cette tendance à produire un discours qui finit par glisser vers un discours antiféministe ou un discours masculiniste ou un peu des logiques comme ça, de se reconforter comme ça dans ses privilèges, dans son pouvoir, etc. Voir qu'est-ce qui se passe en fait, c'est quoi les discours, est-ce que finalement on n'est pas dans une inversion des logiques aussi. À part ça, je vais quand même revenir vite fait sur cet utérus. Il y a plein d'autres organes, tu sais, je sais pas, le vagin, la vulve, le clitoris. Mais on pourrait bénir notre rate. Mais c'est la maternité quoi. Je trouve juste marrant d'être revenu sur cette focalisation sur l'utérus, qui est de nouveau un truc vachement masculin, vachement femme égale procréation. C'est ça. Puis je voulais aussi le dire avant, j'ai oublié qu'en tant que personne née avec un utérus, qu'on s'identifie énormément avec la maternité, il y a vraiment des femmes qui, depuis qu'elles sont petites, elles s'imaginent maman et puis elles sont monstres contentes d'être enceintes, c'est une superbe expérience, puis elles s'identifient avec la maternité. Il n'y a rien de mal à ça en fait. On a des chemins de vie, on a des choix, on se sent d'une manière différente. Je veux pas du tout dénigrer cette expérience-là, je trouve ça parfaitement ok, c'est juste ne pas la généraliser sur toutes les personnes qui possèdent un utérus. Alors après, en fait. C'est clair que dans ces milieux, l'utérus c'est pas juste la procréation, ça peut être un lieu aussi d'expérience spirituelle, de vision, un lieu de quête de vision, ou un lieu de créativité autrement que par la procréation. Donc il y a un peu une multiplicité de discours quand même autour de l'utérus, mais clairement dans les représentations, dans les imaginaires, c'est pas anodin cette centralité de l'utérus, et pour beaucoup de femmes, effectivement, c'est pas l'endroit le siège du pouvoir féminin, c'est pas forcément l'utérus. À part ça, je viens de me dire, c'est marrant, c'est le seul endroit qu'on n'utilise pas dans sa sexualité, mais l'utérus il est inaccessible, et du coup, est-ce qu'il y a aussi un peu ce côté de c'est un endroit qu'on va voir un peu comme plus pur, ou je sais pas quoi, parce qu'il est un peu plus, il est plus caché, il est au fond. Moi je dis oui, moi je dis c'est exactement ça. Ça m'intrigue. Moi je tranche, c'est ça. Ça m'intrigue.
En conclusion, parce qu'on le voyait bien venir la chose aussi, on t'ayant rencontré avant Manélie, qu'on allait dire beaucoup de choses nuancées et que c'est peut-être à un moment donné difficile de faire la part des choses et de trancher. Et le but, c'est pas de trancher, mais on voulait faire une conclusion avec Elio du type quelle place on peut donner à ces phénomènes-là et à ces pratiques-là dans notre vie de manière qui nous semble pas nocive ou voire bénéfique, et quelles sont les dérives et les points d'attention possibles. Plus dans ce sens-là comme conclusion, parce qu'évidemment, on va pas pouvoir mettre un point final sur quoi que ce soit. Donc moi, j'allais commencer par l'utilité et la place légitime qu'à mes yeux ça peut avoir, et aux yeux d'Elio aussi, parce qu'on a discuté. Oui. Tout à fait. Par rapport à tout le discours qu'on a eu de la médecine occidentale, il y a aussi 2 points que moi je voyais. Le manque d'approche holistique qu'il peut y avoir. C'est clair que dans la médecine occidentale, donc tu as ton médecin ou ta médecine généraliste, ça c'est super, et c'est quand même très spécialisé. On va vite envoyer vers des spécialistes. J'ai fait aussi une discussion avec mon acupunctrice qui me disait, mais nous, en médecine chinoise, on voit le corps comme un phénomène entier, alors qu'en médecine occidentale, on va venir soigner l'estomac. Un élément isolé. Voilà. Ouais. Et puis on ignore peut-être l'effet qu'un problème de l'estomac peut avoir sur autre chose et tout ça, dans les répercussions. Et donc je pense que c'est intéressant parce qu'une acupunctrice ou un kiné ou une sorcière, c'est un endroit où tu peux parler de tout ton vécu global. Moi, c'est comme ça que je suis allée vers l'acupunctrice, donc je pense que ça a une place pour ça. C'est un endroit où on peut discuter de manière holistique de ce qu'on vit, si ce n'est que par un effet contextuel, comme tu disais, de juste parler, de dire mais en fait c'est vrai que je suis très stressée en ce moment. Parce que mon médecin généraliste, il va reconnaître que le stress a un effet, mais il va pas m'écouter plus que ça. Ouais. On a rendez-vous d'une demi-heure. Il est pas là pour traiter ton stress. Voilà, en fait. c'est pas pour dire qu'il a mal fait son job, c'est qu'il est pas là pour ça en fait. Donc ça, je pensais que ça peut avoir une place intéressante. Ouais, effectivement, cette quête de santé holistique ou d'une santé qui tienne compte des interrelations entre différents aspects de soi, de sa relation aux autres, au cosmos, à la nature. Enfin, il y a un peu cette dimension d'interrelation qui revient régulièrement, qui est vraiment une quête en fait. Exact, ouais. Et ça peut aussi être un endroit, et ça fait partie de la quête je pense, où tu soignes simplement les symptômes en fait. Justement, une fois que, je prends encore l'exemple personnel, mais une fois que mon généraliste m'a dit t'as rien de grave, tu peux rentrer chez toi. Mais je reste avec mes symptômes. Alors lui, évidemment, il m'a pas rien donné, il m'a donné des trucs qui peuvent aider, mais à un moment donné, t'as besoin de te soigner autrement, parce que ou vivre simplement avec tes symptômes. Et je pense que c'est un endroit intéressant pour ça, et ça peut avoir sa place. Ça va un peu avec à ces trucs que la médecine c'est pas très bien soigné. Et moi, par exemple, j'ai des douleurs chroniques aux épaules et à la nuque. En fait, ce qu'on peut faire, c'est me faire bouger jusqu'à ce que mes muscles ils se disent mais en fait, je pourrais travailler de cette façon-là et après on aurait moins mal. Bon, mais donc c'est super long, c'est compliqué, c'est vague. Enfin, j'additionne, je crois, 2 ans de physio et puis là, c'est le genre de moment où on peut dire si tu veux tester, tu peux aller voir une acupuncteur, acupunctrice, voilà, des choses comme ça, en me disant nous, du point de vue de la médecine plus ou moins reconnue scientifiquement, voilà, on a compris c'est quoi le problème. Déjà, on me l'a expliqué, ça m'a fait du bien. Ouais, trop cool. Ça aussi, merci les physios qui passent une demi-heure par semaine avec toi et du coup qui peuvent te dire en fait c'est ça le truc qui se passe dans ton corps, parce que c'est aussi quelque chose, souvent on va voir une médecin, il va vous avez dysfonctionnement machin bilatéral, enfin bon, on me pose des mots. J'ai pris 1 an je pense à comprendre qu'est-ce que j'avais vraiment parce que voilà, on m'a donné un diagnostic et on a fait j'ai fait mon travail, voilà un bon de physio, sur Google. C'est quand même plus simple d'aller chercher dans les annales akashiques pour revenir à la source de tous les mots. J'aurais dû méditer, c'est malin. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'accès à une certaine information médicalisée ou à une certaine littérature médicale, un manque de vulgarisation. Ce mouvement dont on a parlé, des Mères de Lune, le best-seller là, de Miranda Gray qui s'appelle Lune Rouge, moi je l'ai trouvé dans la bibliothèque municipale de ma ville, à Vevey, au rayon gynécologie. C'est hyper intéressant en fait. Alors qu'on est loin d'être dans une approche médicale, et du coup ça pose la question, est-ce qu'on a un manque d'accès à une certaine littérature sur des conditions, enfin sur des expériences de pathologie, de troubles ou autres, où c'est qu'on s'informe d'une manière accessible et disons démocratisée et populaire, et donc ouais, je trouve intéressant là ce que tu dis. Et puis après, on discutait avec Ellie aussi, c'est l'histoire de leur donner la place juste en fait. Et c'est cet aspect de garder en tête que c'est complémentaire et d'éviter des situations comme toi t'as pu les vivre, Elio, où tu retardes un diagnostic, où tu vas pas te faire soigner pour des problèmes qui peuvent être observés en fait de manière très claire. Genre, si ces pratiques-là gardent leur place, qu'ils ne se veulent pas un substitut des autres pratiques, je pense que ça peut avoir une place bénéfique, pour autant que tu te vois pas à vider ton compte en banque, à faire 3 séances d'acupuncture par semaine, qui est 150 balles à chaque fois, alors qu'un dafalgan c'est 10 balles, enfin voilà. Clairement, l'usage il est important, quel type d'usage on en fait, et comment cet usage il est présenté aussi par la thérapeute alternative. Enfin, on est quand même dans un champ, le champ de la santé, le
champ du thérapeutique, où c'est basé quand même sur une relation de confiance, sur l'intime, sur un registre qui est de l'ordre du vécu. C'est aussi, nous, on a des indicateurs d'emprise, en fait, aussi, quand il y a des situations où il y a des prises de pouvoir, parfois, de personnes qui lead des pratiques, qui ont une influence, qui parfois se fait coercitive. C'est à quel moment est-ce qu'il y a une bascule, comme ça, dans des formes de pouvoir, en fait. Et c'est ce qu'on disait au tout début de l'émission, et c'est ce que disait Anna Fedele aussi dans ses conférences, que je trouvais hyper intéressant, c'est que les formes de pouvoir sont extrêmement difficiles à identifier dans ces milieux. Quand c'est des rires un peu amicaux qui te disent non, mais tu sais ce qu'on pense de la contraception, ou tu sais ce qu'on pense de l'intervention médicale sur l'endométriose, mais bon, fais ce que tu veux, écoute ta voix intérieure, ou ton intuition, ou c'est toi qui as ton autorité, qui sait au fond de toi, tu disais avant, Elio, de cette intelligence du corps, qui prend dans la conception un peu le dessus. Mais les formes d'autorité, elles sont où, en fait? Comment les identifier? Comment mettre des mots dessus? Comment les prévenir? Sur le CIC, on a des recommandations dans notre dossier sur les thérapies alternatives, où on dit vraiment s'informer avant d'entrer sur les prix, sur les formations des thérapeutes. Nous, on vérifie aussi s'il y a des thérapeutes qui sont crédités ou non. Alors en Suisse, il y a plein d'instances de régulation. Mais c'est pour dire que, voilà, donc on a un certain nombre de recommandations qu'on fait et d'indicateurs. Par exemple, quand le thérapeute ou la thérapeute, elle essaye de prendre en charge tous les aspects de la vie de la personne sans en avoir les compétences, la vie professionnelle, la vie intime, relationnelle, sexuelle, toutes des choses qu'on peut se dire, ok, là, c'est des outils pour avoir formé un esprit critique et qui n'est pas adressé qu'aux femmes. Du coup, ce que je voulais aussi dire, je crois, j'avais aussi ce point de la science. Je pense qu'on peut clairement le dire que la science n'explique pas tout. On dit la science, ça veut rien dire la science, mais je veux dire des méthodes scientifiques n'expliquent pas tout. Pour le moment, il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Donc je trouve aussi qu'il y a une place légitime à vouloir chercher des explications ou des descriptions de phénomènes autrement. Alors clairement, les enquêtes, elles montrent que les personnes vont là où ça marche pour elles, quoi. Enfin, là où elles considèrent en tout cas que ça marche. Il y a un truc hyper pragmatique, en fait, dans ces milieux, d'utilitarisme presque. On n'a pas du tout parlé là aujourd'hui de l'appropriation culturelle ou autre, mais c'est plus, par exemple, tout un système de pensée traditionnel ou autochtone ou autre. On prend tout à coup une chose qu'on considère être un outil de développement personnel qui fonctionne pour soi. Dire, là, c'est utile pour moi, alors j'y vais parce que c'est utile pour moi. Peu importe finalement... si c'est pas utile pour d'autres, si ça marche pas, si ça fait référence à tout un système de pensée extrêmement complexe. Moi, j'aime bien cette idée-là. Intéressant. Et puis, je passe la parole à Elio pour les dérives et les points d'attention. Ça tombe bien parce que le premier, c'était l'appropriation culturelle et le fait qu'on tombe facilement dans des trucs qui vont aussi un peu exotiser ou bien valoriser des cultures extérieures, mais sans forcément les comprendre. Moi, j'ai des souvenirs autant de personnes qui est convaincue qu'elle était amérindienne dans une autre vie et des choses comme ça. Et j'ai toujours bien aimé ça. Mais les totems, les animaux totems, les tipis, puis c'est là, oui, mais alors, est-ce que tu connais vraiment la culture amérindienne ou est-ce que juste tu l'as regardé de loin et tu t'es dit que les chapeaux à plumes c'était sympa et que ça te parlait? Parfois, aussi par rapport à tout ce qui... on parle beaucoup du bouddhisme. J'ai l'impression qu'il y a souvent des trucs qui disent mais dans le bouddhisme machin truc, mais le bouddhisme c'est immense en fait, c'est pas juste 2-3 points et parfois la personne elle est là, ah oui, la réincarnation, ah oui, mais... Je pense qu'il y a aussi des problèmes de blanchité, parfois ça va être difficile d'intégrer des personnes qui viennent pas de notre culture à nous, ou alors au contraire, ah mais toi tu dois bien connaître ça, je pense qu'il y a vraiment d'autres soucis qui dépassent le genre dont on a beaucoup parlé. Clairement, c'est pas des milieux hyper diversifiés dans ces termes-là. Jusqu'à dans les années 2000, c'était clairement des femmes blanches, cisgenres, cissexuelles, de classe moyenne supérieure. Mais en tout cas, ça se diversifie depuis plus récemment. On voit de plus en plus, justement, comme on a dit, des personnes LGBTQIA+, qui s'y intéressent aussi, et des personnes racisées, etc. Donc, mais voilà, une diversité qui est récente. Par rapport à la question de l'appropriation culturelle, alors là aussi, il y a une diversité de manières de se rapporter aux cultures extra-européennes, aux cultures autochtones, etc. Et des personnes qui sont vraiment dans une optique de les comprendre, qui sont dans une optique un peu d'affinité comme ça avec des cultures, de l'affinité comme ça écologique, qui vont militer parfois contre l'exploitation des ressources naturelles qui pourraient passer dans des territoires autochtones ou autres. Donc il y a un engagement intéressant comme ça. Mais c'est vrai qu'on parle d'appropriation culturelle dès le moment où on se fait un bénéfice matériel, en fait, ou un bénéfice économique sur la base de cultures, de populations qui ont été colonisées, qui ont été dans des positions de subalternité, qui ont été opprimées, voilà, et de fait créer cette asymétrie-là, en fait. Donc c'est toute la question de qui a cette autorité ou non à diffuser ces pratiques-là. Ok. On avait listé aussi comme souci potentiel, c'est donc le refus de la science, avec parfois aussi ce côté, ça sert à rien d'essayer de prouver parce que de toute façon,
ce qu'on dit là, ça marche pas avec tout le monde, si toi ça te parle, ça va marcher, mais si on essaye de le prouver, ça va biaiser le résultat, et donc du coup, parfois il y a carrément, on veut se prétendre comme un truc qui marche pour guérir les gens, ou voilà, améliorer la vie des gens, mais on ne va pas le prouver, parce que si on essaye de le prouver, ça va à l'encontre du principe même du truc, et donc c'est juste impossible. Ouais. Enfin, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais cette étude, elle a été faite par des chercheurs qui y croyaient pas, donc c'est normal que ça ait pas marché parce que il y avait leur mauvaise énergie. » Enfin, on se retrouve vite dans un truc qui est improuvable. Exactement, à circuit fermé. Qui peut aussi être un problème. Ensuite, parfois, il y a un peu une diabolisation du progrès humain, des technologies, etc., au profit d'un appel à la nature, qui peut être hyper positif, hein. De nouveau, on est la nature c'est bien. On dirait une pub. Pour le coup, j'ai jamais fait d'anthropologie vraiment, mais je me suis intéressée un petit peu à l'anthropologie de la nature, et au fait, c'est un concept qui est inutilisable, mais bon. Ok. Utilisons-le quand même. Non, dans le sens que y a cette idée de retour à des sources, à la nature, etc., et que les technologies elles peuvent être négatives, qu'il y a l'industrialisation, ça met des énergies négatives, machin, et qui peut vite avoir aussi un côté un peu moralisateur ou bien misanthrope de l'humain, il fait des mauvaises choses et puis on doit aller contre ça, et qui peut parfois aussi installer des dynamiques hyper problématiques. Ouais, là t'ouvres un chapitre tellement énorme que... non, je ne l'ouvre pas, je dis qu'il existe. Mais il est intéressant, mais c'est vrai que ça ouvre un nouveau chapitre. Sinon, il y a évidemment les risques des dérives sectaires. Pareil, ça peut être juste si t'as des personnes qui ont des énergies négatives autour de toi, il faut éviter de les côtoyer, et puis du coup tu vas te retrouver à côtoyer que des personnes qui ont des énergies positives, et avoir des énergies positives, c'est-à-dire croire à la même chose que toi. Donc en fait, on se retrouve très vite dans ce qui ressemble à des dérives sectaires, mais où il n'y a pas de gourou. Là, parfois, il y a des gens qui tirent les ficelles, clairement. Parfois, c'est juste entre nous, on va se répéter les mêmes trucs, et puis on va peu à peu dépenser de l'argent dans ce truc, s'isoler des gens qui y croient pas, et en fait, on commence à tomber dans ce qui ressemble à une secte sans gourou, quoi. Moi, j'avais observé une fois une sorte de stage, séminaire autour du nouveau paradigme du verso, etc. au Mexique. Et au début, il y avait plein de voix diversifiées dans la salle. Et en fait, à la fin, au bout des quelques jours, c'est vrai qu'il y avait une homogénéisation qui se faisait comme ça dans les représentations, dans les discours, par mimétisme, on peut pas forcément faire de généralité, mais c'est vrai qu'on constate un peu cet effet-là. Et puis aussi, on commence avec des petits trucs qui sont faciles à croire, qui sont un peu inoffensifs, de me dire « Ah oui, les énergies, c'est sympa. » Mais donc voilà, ça peut commencer avec des trucs un peu, marrants, faciles, et puis il y a un flou de la réalité, où très vite on arrive dans en fait la réalité elle est multiple, donc ce que tu crois ça va se manifester, et il y a plusieurs réalités qui existent et tu vas choisir celle qui te convient à ce moment-là, et donc si t'as une personne qui est pas d'accord, c'est peut-être juste qu'elle est dans une autre réalité que toi. Moi je pense qu'à une échelle individuelle ça m'a fait du mal de ce côté je sais plus ce qui existe vraiment, et tout est possible. Il y avait vraiment aussi beaucoup ça de tout est possible, et ça crée un flou qui fait que c'est plus possible de distinguer quoi que ce soit du reste. Moi je pense qu'au niveau de ma santé mentale c'était pas le bon moment pour ça. Et que j'aurais préféré passer à côté de cette période. Ouais, ça a pas l'air d'être une chouette expérience en effet. Ouais. Tu voulais parler aussi des conspirationnistes. Oui, c'est vrai que t'as amené un petit peu le sujet, Manélie, et en effet, autant, et d'ailleurs tu l'as dit, que le CIC contrôle ça, et que c'est quand même pas hyper alarmant. Est-ce que j'ai dit ça? Il me semblait... Alors pas aujourd'hui, mais il me semblait qu'on avait parlé du fait... Je pense, alors c'est vrai que nous on n'est pas un organisme de contrôle, mais je pense que ce que j'ai dit c'est que c'est une frange minoritaire en fait. On peut pas dire comme ça que maintenant tous ces milieux-là sont devenus conspirationnistes du tout, ou le champ de la santé holistique a pris la tangente des discours conspirituels. Mais par contre... moi j'ai quand même trouvé que surtout le sujet du Big Pharma, donc il y a des grosses entreprises pharmaceutiques qui nous rendent malades exprès pour pouvoir se faire de la thune sur notre santé, etc., qui de nouveau sort pas de totalement nulle part, il y a voilà, mais qui va plus loin, voilà, dans le truc de dire on a fabriqué que le Covid pour pouvoir vendre des vaccins et des masques, ça va plus loin que ce que tout le monde peut entendre, qui est oui, il y a des grosses entreprises qui font de la thune sur notre santé, ou bien les trucs sur la 5G. Il y a aussi les personnes qui se considèrent comme hypersensibles aux ondes, qui sont bien reçues, j'ai l'impression. On côtoie assez vite des gens qui sont là-dedans, de nouveau avec une diabolisation de la technologie, etc. Et je trouve qu'on tombe assez vite dans certains de ces trucs, et même si tout le monde y est pas, moi j'ai jamais autant entendu ce genre de discours. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, ça a fait un boom, et ça pour le coup je crois vraiment que les conspirations autour des trucs médicaux, etc., ils ont vraiment eu un
boom. Parce que tout à coup, il y a eu une énorme voix qui a été donnée à ces milieux-là de parler. Et puis en fait, une fois qu'on touche à une conspiration, on est tenté par les autres. Ouais. Et donc il y a de nouveau un peu ce truc de... On commence par un petit truc et puis après, et potentiellement, je dis vraiment pas que tout le monde va y passer, mais mon expérience, c'est que dans les milieux, un peu New Age, nouvelle spiritualité, il y a une oreille pour certaines conspirations où les côtés on nous cache des choses. La médecine, elle nous cache des choses parce qu'elle veut pas qu'on trouve ça. L'État, il nous cache des choses. Enfin, voilà. Et puis, de nouveau, c'est pas totalement faux. Non, clairement pas. Ouais, après là, c'est vrai que là, t'ouvres à nouveau un chapitre, Ouais. un gros chapitre. On va pas l'ouvrir. On a fait, alors là aussi, on a fait une recherche de 3 ans, puis on montre c'est quoi finalement les points de convergence ou les lieux de convergence entre des théories New Age et puis des théories conspirationnistes. Et c'est vrai qu'il y a certains lieux communs, certains déclencheurs, certains facteurs, etc. Et ça nécessite quand même toute une analyse et tout. Après, des conspirationnismes, il y en a, autour du Covid, il y en a eu dans d'autres milieux que les milieux bien New sûr, Age. bien Ouais. sûr. Je pense que c'est pas l'apanage en fait d'un milieu religieux plus que d'un autre. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a eu un lieu de rencontre entre certains thérapeutes holistiques centrés sur le développement personnel, les libertés individuelles et une approche critique radicale des mesures liées à la pandémie Covid-19, avec derrière un discours un peu anti-transhumaniste, anti-nanotechnologie, tous les mots-clés que tu as mis comme ça dans ton discours. Mais je pense vraiment qu'on peut pas dire que c'est l'apanage ou qu'il y aurait un terreau, mais on peut tout à fait analyser où est-ce qu'il y a les terrains de glissement vers ce type de théorie. Ouais. Ouais. On a publié là-dessus avec un collègue du CIC, avec Micha Puro, on a les articles qui sont disponibles en ligne sur les conspiritualités. Super. C'est vrai que je conseille à tout le monde d'aller voir le site qui est cic-info.ch. Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait encore 2 points, grosso modo, que de nombreuses personnes pratiquent tout ça sans formation. Moi, j'ai été voir des personnes, par exemple pour ma santé mentale, qui sont des personnes qui sont pas du tout passées par des formations et à qui on n'a jamais dit si la personne, elle a des idées suicidaires fortes, il faut l'envoyer consulter. Moi, il y a eu une période où j'avais des idées suicidaires, où j'ai fini par réussir à les aborder avec une personne qui m'a dit mais ça va aller mieux, machin. Ouais. Ce qu'on peut dire à une personne qui a des envies suicidaires, mais en tant que semi-professionnel, parce que quand même, il y a un échange d'argent en jeu. Et un rapport de pouvoir aussi. Oui, c'est ça. Quand j'y repensais plus tard, je me dis comment ça se fait qu'elle m'a pas dit là, ça devient au-delà de mon pouvoir. Voilà, c'est des personnes où on sait pas toujours par quelle formation elles sont passées. Parfois, ça va être 3 stages de 3 week-ends de formation. Ouais. Parfois, il va y avoir un apport long et investi. On sait pas toujours trop. Et de nouveau, voilà, on peut se retrouver avec des conseils qui sont pas adaptés pour des situations graves, quoi. Mais c'est vrai que, alors, s'il y a de la régulation, certains de ces thérapeutes sont accrédités et ont suivi des formations avec des troncs communs, avec des examens, etc., sont reconnus par certaines assurances complémentaires, s'il y a le diplôme fédéral. Donc on a des voies de régulation, on a aussi des juridictions cantonales autour de l'exercice illégal de la médecine, autour de ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, les thérapeutes qui doivent être inscrits au département de la santé ou les cantons qui ne le demandent pas. Donc il y a plein de disparités en fait, régionales en Suisse par rapport à ça. On a autant de manières de légiférer ces pratiques qu'on a de cantons. C'est pour dire qu'il y a aussi toute une zone qui n'est pas du tout régulée, une zone grise comme ça. Et en fait, souvent c'est des thérapeutes où tu as des personnes, des facilitatrices, je dirais, ou facilitateurs, qui trouvent une autorité dans leur parcours de vie, ou une sorte de légitimité, ou une forme d'autorité qui est liée à des expériences de vie, des expériences traumatiques, d'avoir passé par des vécus, et qui du coup vont trouver une forme d'autorité là-dedans, et qui vont légitimer leur pratique par leur trajectoire personnelle. Ça, c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que je l'ai vécu pas du tout dans le sujet du jour, mais quand tu fais des fois des formations un peu obligatoires, professionnelles, ou même pas obligatoires, des espèces de coaching, de leadership, machin, je dis pas que ces formateurs, formatrices sont nécessairement pas bons, mais souvent, tout d'un coup, ils sont là. Parce que tu vois, moi, il y a 20 ans, avec ma mère, et tu vois, il y a vraiment un discours où tu sens ce que tu dis, de légitimation. Ouais, exactement. Donc ils vont puiser vraiment dans leur parcours, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les récits de vie, qui vont puiser dans leurs voyages, dans leurs expériences initiatiques au Mexique, ou dans les épreuves de maladie. C'est là où c'est important justement de se renseigner sur les trajectoires, les parcours, les formations, les types de formations. Voilà, donc vraiment d'avoir une approche éclairée en fait. Ouais. Et puis le dernier point, c'était sur la responsabilité de l'individu sur sa condition. Ça aussi, on en a un peu parlé, mais on arrive très vite dans des trucs où c'est toi qui crée ton mal parce que tu vois les choses comme ça, parce que t'attires à toi, parce que le systémique derrière...
genre dire ah mais peut-être que t'as ça à cause du patriarcat Ou ou à cause du l'intersectionnalité. capitalisme ou à cause du racisme. Je me souviens vraiment pas avoir entendu ça quelque part. Alors de nouveau, oui, ça existe probablement des courants alternatifs, militants, machin. On revient quand même souvent à c'est ton rapport à ton corps, c'est ton rapport à ta vie, c'est ce que tu crois. Et puis, pour nous, il y a clairement un problème de responsabilisation de l'individu sur toute sa vie, alors qu'on sait les conditions sociales, à quel point ça nous conditionne. Comme toi, tu prenais l'exemple que tu as mal aux épaules parce que tu portes trop sur les épaules. Et puis après, en fait, si tu as toujours mal aux épaules, tu dois porter sur les épaules aussi le fait que tu n'as pas assez travaillé sur toi-même. Et que, c'est la culpabilisation, elle peut être ultra, ultra dure à porter, je trouve. Donc c'est nocif, en fait, parce que te faire porter cette culpabilisation, c'est dur. Et aussi, en fait, il faut pouvoir remettre en question la société, parce que sinon, on s'en sort pas. Enfin... Dans certains cercles de femmes, il y a cette mise en perspective avec la question, une analyse plus intersectionnelle, plus sur les conditions structurelles, etc., sur les institutions, les normes sociales et tout ça. Mais en général, c'est vrai, l'idée d'accentuer sur l'individu et son autorité sur sa vie et sur ce qui lui arrive dans sa condition holistique, justement, c'est ça qui prédomine. Il y a aussi souvent un peu un discours de il faut accepter le monde autour de soi, parce que ça va nous faire du bien. Alors moi, j'ai fait aussi un truc où on médite tous ensemble. J'ai dit que j'aimais pas la méditation, cette fois je l'ai fait en faisant les respirations fortes, etc. Aussi, ça met dans des états de conscience modifiés. Et puis, la personne me disait, mais quand on fait ça, ça améliore le monde autour de nous. Il y avait eu un gros rassemblement de gens qui avaient fait ça à New York, je sais pas quoi, et la criminalité dans la zone, elle avait baissé de genre 300%, machin. Et puis, j'ai jamais vérifié, mais je n'y crois pas. Qui vient de Marilyn Ferguson, dont on a parlé au début, qui est de se transformer soi-même pour transformer le monde. Mais clairement, l'accent il est mis sur la transformation intérieure et individuelle, mais ça veut pas dire que ces milieux sont complètement dépolitisés non plus. Ça, c'est les thèses de Constance Rimlinger. Alors, on n'a pas parlé de l'écoféminisme aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup dans ces milieux, parfois une sensibilité justement un peu écoféministe, où ça passe plus par les politiques de mode de vie, dans les choix quotidiens. Parfois, il y a des formes de politisation, de choisir une mobilité douce, ou bien le recyclage, ou d'aller plutôt consommer local, etc. Ou de se mettre dans des réseaux d'interconnaissance et de solidarité entre femmes locales, de soutien à l'accouchement, de formes d'échange comme ça, aussi symboliques ou non monétaires, ou qui sont tout à fait politiques. Et aussi, le personnel est politique. Donc, on peut pas non plus dépolitiser. Mais donc voilà, c'est de nouveau un point de vigilance. Trop intéressant. On a enregistré pendant 3 heures. Ou le montage va être J'étais la gardienne du temps, j'ai pas gardé le temps du tout. Et puis encore, on a beaucoup résumé beaucoup de choses en fait. C'est extrêmement vaste. Donc c'était très très intéressant. Manélie, c'était comment pour toi comme expérience ? C'était bien, c'est chouette. Merci j'ai trouvé beaucoup. Vraiment super. Et puis intéressant, et puis je trouvais qu'il y avait un bel échange. Je trouvais hyper stimulant, du coup, à chaque fois, ce que vous disiez, tout ça. Il y a ça et tout. Donc c'est vraiment super, merci. Merci à toi d'être venue, vraiment merci pour ton temps. Ah oui, ça c'était enregistré en fait. J'ai vu que t'as poussé le micro, tout ça. C'est bon, j'ai envie de rentrer chez moi là, non, Et toi, Elios, est-ce que tu te sens satisfait parce que c'était un sujet que tu avais vraiment, tu voulais déballer, vider ton sac un peu. Est-ce que tu as pu trouver un peu de satisfaction ? Oui, clairement. Il y a des analyses très approfondies qui sont déjà proposées, notamment par MetaChuck, mais on ne fera jamais assez de la pub. Mais j'avais envie d'avoir cette vision un peu globale et puis ce truc de, en fait, c'est un énorme truc. Et voilà, là, on n'aura fait que ouvrir plein de portes. Mais j'ai vraiment trouvé chouette d'avoir pu aborder ça comme ça, et je suis super content de vos deux interactions, de nos 3 interactions du coup, de comment ça a donné les 3 ensemble. Je suis vraiment... Non, mais je voulais vous remercier, merci pour l'invitation. Non, un truc hyper fort, attends, je ne pas aussi. Tout d'un coup, elle est vachement plus sérieuse. Oui, alors au nom Chère de... Lirza, cher Elio, chère co-animatrice, cher co-animateur. Trop drôle. Non mais vraiment, merci. C'était vraiment drôle. Non, mais nous, les anthropologues, on connaît pas la technique. Aïe. Très bien. Oui, et toi, Lirza, comment tu l'as vécu ? Non, c'était vraiment super pour moi. Déjà, j'ai pris conscience à quel point je flirte avec le milieu beaucoup plus que ce que je pensais, comme tu l'as bien dit, Elio. Et puis, c'était très intéressant. C'est toujours un privilège d'avoir Elio au podcast. Et c'est toujours ultra, vraiment, comment je dirais ça, gratifiant
d'avoir des expertes qui offrent leur temps au podcast, c'est très intéressant pour nous parce que c'est pas l'ADN du podcast d'avoir des expertes, mais quand on a, c'est vraiment très très enrichissant. Merci beaucoup, Manuel. Alors du coup, maintenant j'ai une conclusion. Ah ouais. Vas-y. Non, bon, déjà merci beaucoup. J'ai trouvé excellent tous ces échanges et tous les thèmes que vous avez amenés, hyper stimulants. Je voulais participer, ça me tenait à cœur, pas seulement pour le CIC et en tant que chercheuse, mais aussi en tant que féministe. Donc vraiment merci. Et puis il y a une autre chose, c'est que la plupart des chercheuses qui ont travaillé sur ce thème, des spiritualités au féminin, sont des femmes. Ouais. Ce qui n'est pas anodin par ailleurs, donc je pense qu'il faut qu'on peut le soulever aussi. Et j'ai mentionné plusieurs chercheuses, Anna Fedele, Aurélie Netz, mais il y en aurait beaucoup d'autres à mentionner qui ont vraiment fait des choses exceptionnelles sur ces milieux-là et que je recommande vraiment de lire. Et si après le podcast il y a tout à coup une lecture ou l'autre ou des recommandations de documentation, ben c'est très volontiers par email que je peux envoyer aussi. Super. S'il y avait une envie d'approfondir certains thèmes qui ont été soulevés. L'audience aussi, si vous avez du coup une demande de référence, une question, elles peuvent nous écrire sur Instagram et on va transmettre à Manélie. Excellent, merci. Trop bien, c'était Les Poissons sans bicyclette, le podcast féministe lausannois où rien n'est jamais trivialisé. On a un Patreon. On a un merci Elio, on a un Patreon, patreon.com/lespoissons sans bicyclette tout au pluriel où dès 5 francs par mois, vous pouvez nous soutenir et vous avez accès à du contenu exclusif. Il n'y en a pas énormément des épisodes exclusifs, il y en a en tout cas 2 ou 3. Et vous permettez à des gens comme moi de se déplacer pour venir faire un podcast à Lausanne parce que j'habite à la Chaux-de-Fonds. On a pu défrayer Elio pour son train. Donc merci pour les poissons qui t'ont déjà soutenu. C'est important, c'est important ça, c'est clair. Et puis c'est produit à Lausanne, c'est fait par nous. Tout est autoproduit. Merci Manélie, merci Elio. Merci Lirza. Merci Lirza, merci Ciao. Elio. Ciao.